Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc, en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Nous revoici donc pour un nouvel épisode de Faut qu'on en parle. Que vous soyez particulier ou chef d'entreprise, la paperasse et les démarches administratives sont toujours accompagnées de leur cortège de déclarations interminables en France. Nous excellons dans l'art de la bureaucratie et de la complexité. Goscinny et Uderzo l'ont parfaitement caricaturé dans les 12 travaux d'Astérix, notamment bien sûr avec la mythique scène de la maison qui rend fou, qui illustre si bien la complexité de l'administrativité française. Avec nos invités en plateau, nous essaierons donc de démêler et de vous guider à travers ce labyrinthe administratif français. Gardez à l'esprit que cette émission vous appartient aussi. Nous vous encourageons vivement à y participer en partageant vos impressions et en nous faisant parvenir vos interrogations. Pour cela, bien sûr, lancez-vous et utilisez le hashtag FQEP sur les réseaux ou laissez-nous un message au 07 839 839 75. Et pour donner encore plus de relief à notre discussion ce soir, je suis ravi d'animer celle-ci avec Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Que le soit un particulier ou bien une entreprise, l'administratif en France est toujours un casse-tête, et ça depuis des décennies dans notre pays. Comment les citoyens font-ils face à la complexité croissante des démarches administratives ? Découvrez des témoignages poignants de ceux qui vivent la phobie administrative au quotidien. Comment surmonter cette angoisse qui paralyse tant de Français ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. L'impôt à la source était censé réduire l'enfer de la déclaration annuelle, et finalement, rien n'a changé. Il faut toujours continuer à remplir sa déclaration de la même manière qu'avant. Comment une réforme si profonde censée simplifier les choses n'a pas eu l'effet escompté ? Quelle solution pourra-t-on trouver pour simplifier l'administratif en France ? Créer une boîte, embaucher, gérer son personnel, la comptabilité et la fiscalité de sa société, autant de défis en France qui représentent un véritable calvaire pour nos chefs d'entreprise. Quels sont les pièges à éviter ? Quelles astuces à connaître avant de se lancer ? En 2024, le monde est totalement numérique et l'administration ne passe plus que par ses solutions. C'est la digitalisation des services administratifs, mais certains Français sont en complète fracture numérique. Comment faire lorsque l'on n'est pas à l'aise avec le numérique ? Même quand on maîtrise le numérique, les procédures ne sont jamais simples. Comment s'en sortir ? L'administratif, le calvaire des Français, c'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on accueille ce soir Sabrina Pidolo, chef d'entreprise et fondatrice d'Optimo Coaching à la Garde. Bonsoir Sabrina. Bonsoir tout le monde. Nous avons Myriam Bachenot qui est en phobie administrative, Myriam, c'est ça ? Bonsoir, oui, c'est totalement ça. On a aussi Pascal Gambé qui est adjointe au directeur des travailleurs indépendants de l'URSSAF. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous avons Benjamin Guillon qui est avocat contentieux et fiscaliste à Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin à distance, on a Laurent Bricou qui est conseiller numérique à la Maison de l'Emploi. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Après avoir découvert le sommaire en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez réagi avec beaucoup d'intérêt et nous avons été bombardés de questions. En effet, face au thème de notre émission et avec la partie phobie administrative, votre curiosité a été piquée au vif. Plongeons sans plus attendre dans cette thématique et commençons avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur la phobie administrative en France ? Oui, la gestion administrative en France est une source significative d'anxiété pour une part importante de la population. Selon une étude menée par l'Institut YouGov, environ 37% des Français éprouvent de l'angoisse face aux démarches administratives. Cette inquiétude est encore plus prononcée chez les jeunes adultes, avec près de 49% des 18-34 ans qui se disent affectés par cette anxiété administrative. Et quels sont les secteurs redoutés au niveau des papiers ? En France, certaines démarches administratives sont particulièrement redoutées par les citoyens. Les impôts arrivent en tête de liste, bien évidemment, suscitant l'appréhension chez 41% des sondés. Viennent ensuite le renouvellement des papiers d'identité avec 32% et les démarches liées à la santé, 26%. Pour les jeunes de 18 à 24 ans, souvent rattachés fiscalement à leurs parents, les impôts sont moins préoccupants. En revanche, les démarches de santé sont considérées comme les plus pénibles, affectant près d'un jeune sur deux dans cette tranche d'âge. On passe tout de suite aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Maxime du côté de Marseille qui nous a laissé un message sur notre répondeur, le 07 839 839 75. Chaque fois que je dois remplir un formulaire ou faire une démarche administrative, je me sens complètement dépassé. C'est comme si je naviguais dans un océan de confusion sans fin.
Léa de Lyon avec le hashtag FQEP sur Facebook. Pour moi, gérer l'administratif en France, c'est assez simple. Je trouve que tout est bien organisé et les instructions sont claires. Ça ne me stresse pas du tout. Des papiers et encore des papiers. Voici le quotidien d'une grande partie des Français, une overdose qui pousse certaines personnes au mal-être. Comment pourrait-on définir la phobie administrative ? Sabrina ? Alors, en effet, nous utilisons dans le langage courant le terme de phobie et ça renvoie à une notion médicale. Or, la phobie administrative n'est pas classifiée d'un point de vue médical. Elle fait plus référence aux conséquences qui sont liées à l'anxiété, à la peur que cela peut engendrer en fait face à des tâches administratives et voilà de différentes formalités qui nécessitent voilà un rapport au papier, aux déclarations et à l'organisation fiscale, administrative, etc. Quelle cause on peut donner à cette angoisse de remplir tous ces papiers, Sabrina ? Alors, il y a plusieurs causes. Déjà, moi, je le vois directement, que ce soit au sein des entreprises ou au sein de mon cabinet, que ce soit à titre professionnel ou personnel. En y réfléchissant, en préparant la réunion, enfin le talk show, j'en ai identifié finalement 3. Il y a le fait d'avoir eu déjà une expérience négative passée qui va commencer à laisser une trace d'inquiétude de revivre l'expérience, donc comme une forme de petit trauma, et pour peu que ça se répète, c'est vrai que la peur devient très prégnante et devient une vraie anxiété. Il y a aussi le fait du manque de compréhension de ce qui est demandé, d'appréhender réellement les tenants, les aboutissants, les conséquences d'un problème administratif. Donc là, c'est vraiment une question de pas bien appréhender l'environnement. Et le troisième, c'est relatif à la procrastination. Alors, la procrastination, c'est le fait de remettre toujours au lendemain, attendre dépasser les échéances. En même temps, il y a de quoi avec toute la paperasse française. On se dit, oulala, on verra demain. Alors, c'est vrai que ça peut être un réflexe parce que voilà, certaines personnes peuvent vraiment avoir une réticence. D'ailleurs, dans les témoignages des auditeurs, en introduction, on a bien vu il y a ceux vraiment qui ressentent une crainte marquée, et puis il y a ceux qui finalement sont à l'aise avec les papiers parce que c'est clair dans leur esprit. Mais ça, on y reviendra parce que c'est vraiment lié à des profils. Et justement, oui ? Myriam, plutôt d'accord avec la définition de toutes ces angoisses qui peuvent être données par les papiers, toi qui es phobique ? Ouais, totalement. C'est des choses qui reviennent beaucoup. Et la procrastination, je pense que... Je suis dans la tranche d'âge où la procrastination est le mot-clé. Je crois qu'on fait à toutes les tranches d'âge. Ouais, mais bon. La trentaine, on est très, 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 très fort là-dedans. La deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est le manque de connaissances, quoi. À aucun moment, on t'apprend, dans la vie au quotidien, on nous met face à cette difficulté à la base, pour moi qui est une difficulté, qui est l'administratif. On nous apprend à être citoyen, etc. Mais être citoyen, c'est aussi savoir correctement gérer son administratif. Et on n'a pas cette aide, entre guillemets, plus tôt ou plus jeune pour avancer avec ça. Comment ça peut se déclencher, ça et de quelle manière ça se manifeste, la phobie administrative ? Sabrina ? Alors... je rebondis aussi sur ce qu'a dit Myriam par rapport à ce qui a été dit en introduction, par rapport aux chiffres. C'est vrai que les 18-35 ans sont particulièrement impactés, mais c'est intéressant parce que tant que les jeunes sont sous le foyer fiscal et administratif de leurs parents, c'est vrai que leur rôle dans notre société est d'apprendre à s'instruire, à grandir, à apprendre déjà à développer des compétences relationnelles avec leurs amis, professionnels, etc. Donc, en fonction des études choisies et des profils, c'est vrai que les apprentissages ne sont pas forcément faits sur ces tranches d'âge-là. Et arrivé au jeune adulte, quand on commence à pratiquer des métiers, on découvre les méandres des réalités d'adultes. Et ça peut être, stressant. Oui, stressant. Et puis vraiment un changement d'univers. C'est deux mondes qui s'entrechoquent. On rentre dans le monde des grands, quoi. Le monde de la paperasse. C'est ça. Et en soi, c'est une réaction humaine face à la peur. On a 3 réactions qui peut s'enclencher. Soit c'est l'attaque pour essayer de se défendre. Mais là, c'est quand on a les moyens de se défendre. Il y a le fait de se figer, d'être complètement
tétanisé et de plus rien faire. Puis il y a la fuite. Bon, la procrastination, elle est entre les deux, entre la fuite et le fait d'être figé. Donc c'est humain. Laurent, est-ce que tu es d'accord aussi qu'il y a un manque d'éducation dans tout ce qui est administratif? Toi qui éduques sur la fracture numérique, est-ce que c'est quelque chose que tu peux ressentir? Ah, complètement. Complètement. C'est pas prévu à l'école. C'est malheureusement pas fait par les parents non plus. D'une part parce que c'est peut-être un problème de communication aux parents, mais c'est surtout parce que les parents le subissent aussi actuellement, hein, avec tout ce qui passe en dématérialisé. Bien souvent c'est l'inverse, c'est les enfants qui vont apprendre et puis qui vont montrer aux parents comment faire. Donc oui, il y a un gros manque d'éducation et je peux le ressentir quel que soit le niveau d'études. Dans les personnes que je côtoie tous les jours et à qui j'aide tous les jours, je peux voir quel que soit le niveau d'études, quel que soit le niveau social, il y a cette phobie d'administrative qui peut me prendre à moi aussi. J'ai été une grosse phobie administrative où je remettais au lendemain parce que ça me gonflait, parce que c'était l'administratif, parce que c'était pas intéressant, c'était pas et puis après le lendemain quand je le faisais parce qu'il fallait le faire, je vois finalement ça m'a pris 5 minutes, c'était facile. Voilà, mais c'est vrai, c'est juste l'appréhension de le faire et de dire je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être faire une bêtise, j'ai peur de faire une bêtise, alors que il suffit de lire, en général c'est écrit clairement, il suffit de lire sans appréhension et les choses se déroulent bien quand on arrive à passer ce cap-là. C'est intéressant, hein, Laurent, ton partage, parce que en effet, il met en exergue que il y a différents profils chez les gens. Il y a des gens qui ont des préférences comportementales différentes. Il y en a qui sont à l'aise avec les gens, sont sociables, naturellement, vont rentrer en relation, dans la communication, etc. Il y en a qui vont être plus, on va dire, doués d'imaginaire, de concepts, de créativité. Il y en a qui vont être un peu plus doués dans l'action, d'oser entreprendre, faire des choses. Il y en a qui vont être plus doués dans ce qui est structurel, dans l'organisation. Spontanément, leur cerveau fonctionne bien dans tout ce qui va être très pragmatique, très rationnel, les papiers. Et ça les ressource en énergie. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un rapport à des choses rationnelles de manière sereine. Il y en a qui peuvent ressentir de l'anxiété parce que ce n'est pas, entre guillemets, du vivant. Est-ce que du coup, il semble pas, mais est-ce qu'on a quand même un profil type des personnes qui ont la phobie administrative? Alors, j'ai envie de dire que tout le monde peut être exposé à une naissance de phobie administrative. Il suffit qu'il y ait un accident de vie, quelque chose qui fait qu'on perd un peu la maîtrise, le contrôle de sa gestion administrative pour se sentir submergé. Parce que, comme nous l'a témoigné, nous l'a partagé Laurent, c'est finalement, on a une peur, mais qui n'est pas fondée. C'est la peur de ce que ça va être. Est-ce qu'on va être capable? Est-ce que ceci... Ça des répercussions aussi que ça peut avoir. Totalement. Les impacts de cette phobie administrative appliquée, c'est des retards de paiement de factures, c'est la non-participation à certains droits sociaux. On perd des avantages que l'on pourrait avoir, des difficultés dans la gestion professionnelle et personnelle, donc avec tout l'impact que ça peut avoir, des complications légales, financières et bien sûr personnelles significatives. Ça peut amener à des fractures personnelles. Donc c'est vrai qu'il y a un petit proverbe romain qui dit que le courage croît en osant et la peur en hésitant. On me l'a soufflé dans l'oreille. J'ai envie de rajouter et la confiance en agissant. Parce que comme tu nous disais, Laurent, c'est vrai que tant qu'on n'est pas rentré dans les papiers pour les lire, on imagine la tâche bien plus grande que ce qu'elle n'est. C'est parce que c'est ancré depuis des années. On se dit on est en France, et en France, toute la paperasse, c'est compliqué. Eh bien, je préciserai quelque chose qui est... C'est vrai que c'est une spécificité française, mais il faut savoir, et ça j'ai été étonnée en faisant quelques recherches, que l'administration française est l'une des administrations les plus efficaces de France. Du monde, pardon, de France. Oui, de France. Voilà. Là, au moins, je prends intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, toi, Pascal? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses? Oui, et de plus en plus, on le prend en compte en accompagnant.
Par exemple, on a mis en place, on se rend compte sur des moments clés de la vie d'un usager, comme par exemple la création, la première fois, c'est un moment très important. Et donc, on accompagne nos créateurs lors de leur première embauche. On leur explique comment faire. On va avec eux pas à pas. Et pareil, un travailleur indépendant, sur les premiers mois, on lui propose de l'accompagner pour faire sa première déclaration. S'il a une première difficulté de paiement, pour l'anticiper avec lui, lui proposer des délais, etc. Donc oui, on en prend compte. On en prend compte également dans la simplification, avec par exemple la mise en place du statut auto-entrepreneur pour les travailleurs indépendants, qui est quand même du coup quelque chose de beaucoup plus simple qu'un statut travailleur indépendant au réel. Donc voilà, ça fait partie des éléments en effet qu'on prend en compte, parce qu'on se rend compte, on est face en effet à des usagers soit en rupture numérique, soit en phobie, et on sent qu'ils viennent pas vers nous alors qu'on n'est pas si méchants. Et si on parle du temps qu'on devrait passer dans une semaine, par exemple, à faire de l'administratif? Alors, c'est vrai que c'est très variable, ça dépend de l'activité proprement Combien parlée. vous y passez, vous, du temps? Alors, de Chacun, toute on va faire manière, le tour de la table. Clairement, vu qu'en chef d'entreprise, on a plusieurs casquettes, on a une casquette de gestionnaire. Donc, c'est minimum 20 heures par semaine entre les petites tâches, les ça, rédactions. c'est la partie pro et en partie perso. Bien, ça dépend. Alors, quantifier. alors, ça, je reviendrai sur la partie coaching, mais le fait d'optimiser et d'automatiser en fait certaines tâches peut permettre justement de réduire le temps. Et puis, il y a aussi la délégation. Et je reviendrai juste sur quelque chose que nous a partagé Pascal. C'est vrai que dès qu'on entend des organismes d'État, dont le mot URSSAF, on commence à avoir la tachycardie. Rien qu'en back-office, quand l'invité est arrivé. Ah ben je Bonjour, voyais, bonjour madame. J'ai cassé l'ambiance. Non, ça va, madame, c'est vrai. Plus sérieusement, c'est vraiment une méconnaissance des rôles de ces organismes-là. Il y a réellement, certes, on imagine tout de suite le redressement fiscal, machin bidule, mais ça, Mais c'est vraiment le bout on du aura bout le temps du de bout. rentrer dedans tout à l'heure et on verra que ce n'est pas que ça. Mais bien sûr que Heureusement non. d'ailleurs. Bien sûr D'ailleurs, que pour non. ça Il y a qu'ils sont un là. vrai rôle éducatif et de conseil et d'accompagnement. Donc 20 heures pour toi. Pascal, combien de temps? Moi, c'est mon métier. D'accord, donc l'administratif, c'est du matin au soir, jour, Moi, nuit. c'est du matin au soir, voilà. Une passion? Peut-être pas quand Non, même. quand même pas. Parce qu'après, on laissera la parole à Ouais, Myriam. ça me déplaît pas quand même, ça me déplaît pas. Et Benjamin, combien de temps l'administratif? Pareil, il y a une grosse partie du boulot, quoi. Quand on crée des sociétés ou quand on accompagne les clients. Maintenant, il y a aussi le volet gestionnaire, chef d'entreprise, puisqu'on a monté un cabinet avec 2 confrères à moi, qui prend un certain nombre de temps. Alors, on se répartit les tâches, nous, mais peut-être que dans la semaine, oui, il y a entre 10 et 20 heures. Ça dépend ce qu'on entend par administratif. Est-ce que c'est aussi de la gestion courante ou est-ce que c'est vraiment l'administratif au sens pur et dur? On passe pas 20 heures par semaine, en ce qui nous concerne, nous, à déclarer nos changements de revenus, par exemple, à l'URSSAF ou autre. Mais l'administratif dans sa globalité prend énormément de temps pour bien garder tous les justificatifs de ce qu'on fait, de ce qu'on envoie, pour envoyer aux bonnes personnes, etc. Ça peut prendre du temps. Et après, à titre perso, c'est quelques heures ponctuellement lorsqu'il y a besoin. Il n'y a pas Laurent, nécessairement un toi, besoin tout le temps. Tu y passes combien de temps? Moi, personnellement, j'y passe toute la journée. Voilà, parce que c'est dans le cadre du boulot aussi. J'apprends, oui, dans le cadre du boulot. Et puis, pour chaque participant, chaque bénéficiaire que j'accompagne suite à son passage, j'ai aussi l'administratif à faire pour consigner tout ce que j'ai fait avec lui, le suivi, justifier mon temps passé et tout ça. Mais après, personnellement, je passe pas grand-chose, en fait. En tant que salarié, il y a... c'est vraiment très simple au niveau de l'administratif. Si on n'est pas, c'est surtout les chefs d'entreprise qui passent beaucoup de temps. Ouais, si on n'a pas de problème de santé qui nous nécessite de la CAF et tout ça, si on n'est pas suivi par la CAF où il faut faire les déclarations trimestrielles, enfin, toutes ces choses-là qui demandent, oui, effectivement, à faire de l'administratif régulièrement, dans le cadre d'une vie entre guillemets de salarié, on n'aura pas beaucoup à faire d'administratif normalement. Et c'est justement ça qui le rend difficile, en fait. C'est parce que c'est le manque de le faire. On le fait pas assez. Et quand on doit le faire, on dit mince, alors comment on fait ça? Parce qu'on fait pas. Après, quand Myriam commence à acquiescer, on va bientôt lui laisser la parole. Oui. Quand on fait des choses tous les jours régulièrement, ça devient un automatisme, on est à l'aise avec, et après, il n'y a plus de problème. Voilà. Myriam, toi, justement, alors, tu es en phobie administrative, c'est clair. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Avec l'administratif?
Alors là, la manière dont tu as dit ça, je dis oulala, on en a pour des heures et des heures, ça veut dire. Non, on va peut-être pas rentrer dans le détail. On sent la détresse quand même, direct. Ah non, ouais, mais moi, ça me direct. met en panique totale. C'est fou, quand même. Ah, mais moi, c'est clairement, ça me met en PLS. Il n'y a pas d'autre terme. À ce point-là. Ah ouais, parce que, Comment t'as réalisé que t'étais en phobie administrative ? Il y a un événement, un déclencheur spécifique ? Alors, j'ai vécu, et c'est pour ça que je rejoins Sabrina sur une de ces parties, c'est la fracture. Ça a été pour moi un énorme déclencheur. J'ai eu peur des impôts, mais comme on a peur d'un monstre dans son placard. Quoi. Non mais ouais, voilà, limite. Pour un chef d'entreprise. Ouais, on en est au même level. Ouais, moi c'est parce que j'ai pas été dedans dès le début. Je m'en suis pas occupée, donc évidemment j'ai eu la fracture qui s'est faite avec l'administratif. Donc du coup derrière, j'ai eu des relances administratives, etc. La suée d'ouvrir ma boîte aux lettres et de me dire mais putain qu'est-ce que je vais y trouver. Mais à ce point-là, ah ouais. C'était non mais oui. un stress. Mais rien d'ouvrir sa boîte mail. Ah oui, non mais ma boîte aux lettres a été pour moi un travail personnel pour l'ouvrir. Pour me dire, qu'est-ce que je vais recevoir ? Alors qu'en soi, à l'heure d'aujourd'hui, donc, j'ouvre ma boîte aux lettres. D'événements déclencheurs, juste un retard, je m'en occupe pas, et puis finalement. Ouais, en fait, j'ai eu des retards. T'as rattrapé, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai connu quelqu'un qui était, pareil, dans une fracture administrative au départ, et puis quand on est avec quelqu'un qui est dans ce leitmotiv, on le suit. Donc on fait du mimétisme. Donc du coup, je m'y suis mise, et puis à la fin, quand on regarde derrière soi, on se dit. Oh merde, j'ai loupé quelque chose. Et oui, c'est vrai qu'en plus, on a la peur de se tromper, on a la peur de se dire ouais, mais si je déclare mal, qu'est-ce qui va me tomber sur les dents ? Il y a les droits à l'erreur, tout ça, ça existe. Hein. Ça n'existait pas avant. Ça. Ça n'existait pas, mais on est toujours dans cette. En fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est la peur de mal faire, de pas correctement faire, de pas le faire dans les temps, alors qu'en fait, il suffirait comme je dis aujourd'hui, d'ouvrir sa boîte aux lettres, d'ouvrir son courrier, d'y répondre. Ou de payer s'il a payé. Et ça va, quoi. Enfin, si on comprend pas, de demander des explications. Oui, c'est ce que j'ai appris à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'expliquais tout à l'heure, on a reçu avec mon compagnon une lettre de l'URSSAF, je crois d'ailleurs. Une mise en demeure. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas fait ça. En fait, j'ai appelé la dame de l'URSSAF, des impôts, et elle m'a expliqué. On a rempli les documents, ça s'est super bien passé. On a envoyé les documents et ça se passe très bien. Moi, pareil, je reçois dans le perso une lettre me disant vous êtes radié de votre mutuelle, etc. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, en appelant les gens, on se rend compte qu'on est aidé en fait. Donc le problème, c'est la peur de demander de l'aide en fait. Mais c'est limite ça, parce qu'on se rend pas compte que derrière cette administration, il y a quand même des gens qui sont des humains en fait et qui vivent la même chose que nous. Oui, mais c'est ce qu'on se dit. On se dit, on reçoit un papier et on a l'impression que c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est un ordinateur qui l'a imprimé, c'est sorti de alors que pas du tout en fait. Non. Il suffit d'appeler, d'échanger et on a des réponses, on a de l'aide. Et puis en fait, toi, tu vas être en réconciliation administrative. Je suis en réconciliation administrative en ce moment, car je suis évidemment en réconciliation avec moi-même déjà, c'est bien. Très intéressant là ce que tu viens de partager avec toi-même, parce que il y a réellement plein de choses qui sont imbriquées, le manque de confiance en soi, le rapport à l'échec. C'est ça. Nous sommes dans une société aussi où on a peur de se tromper. Alors que, c'est quelque chose, évidemment, le droit à l'erreur est quand même considéré. Lorsque, du coup, Myriam, tu partages, tu parles de... Mais on a oublié qu'il y a des gens derrière. À travers ce verbe, on sent que ton talent, il est relationnel et social. Il est avec les gens. Ouais. Et donc, on va dire, ce n'est pas dans ta préférence comportementale que de te retrouver devant quelque chose qui est froid, qui est rationnel, purement rationnel. Ah oui, moi on me dirait aujourd'hui tu déclares tes impôts au téléphone avec quelqu'un, mais je suis la personne la plus heureuse du monde. Aussi bizarre que ça puisse être, mais... Et là, tu renvoies malheureusement, aussi... il n'y a pas assez de conseils. Non, je pense pas. Non. Et là, on renvoie aussi à quelque chose, c'est que dans les besoins aussi d'optimisation de gestion des organismes, il y a des choses qui sont installées, dont le fait de déclarer en ligne, des téléphones tapé 1, tapé 2, et qui peuvent mettre à mal certains profils, en fait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment comme si c'était des... comment je pourrais dire, des personnes qui parlent pas la même langue, qui essaient de communiquer ensemble. C'est dommage, parce qu'il y a une réelle volonté de faire fonctionner les choses des deux côtés, mais c'est juste que
ce n'est pas les mêmes us et coutumes. Laurent, toi aussi, du coup, les profils que tu accompagnes, c'est des personnes qui ont besoin de contact humain. Ah, tout à fait, ouais. Tout à fait, qui sont complètement dépassés par tout ce qu'il y a à faire sur en ligne, toutes les déclarations, tout l'administratif à faire en ligne pour les besoins qu'ils ont. Et quand ils ont le contact avec moi, que je les aide, que je leur fais faire les choses, ils comprennent les choses beaucoup plus facilement. Ils se disent, ouais, finalement, c'était pas si difficile. Mais des fois, ils viennent juste parce que je suis là pour les aider. Donc, juste pour avoir pour être rassuré. Hein. J'ai eu des personnes qui ont des très, très hauts niveaux de diplôme, hein, des licences et des maîtrises, qui ont demandé à ce que je les assiste pour faire leur réinscription Pôle emploi. Enfin, France Travail, pardon. Oui, il faut dire ça parce maintenant. Parce que peur de faire une bêtise dans la réinscription et puis de ne pas avoir ce qu'il faut après derrière. Oui, donc c'est même pas lié au niveau d'études, clairement. Mais clairement, les émotions ne sont pas liées à, on va dire, au niveau d'études, à l'intelligence. C'est pas du rationnel. Non. C'est vraiment... on a la preuve, voilà. Clairement. Et puis, je dirais même que les personnes très intelligentes peuvent justement dresser tout plein de scénarios de ce qui peut se passer, et donc partir avec le mental sur des situations dramatiques et se nourrir cette anxiété, cette peur qui n'est pas rationnelle, on va dire. Tout à fait. Comment tu as fait, toi, Myriam, pour te réconcilier un peu avec l'administratif? Est-ce que tu as demandé de l'aide aux professionnels, comme des psychologues, des coachs peut-être? Quel soutien, toi, a été le plus utile et t'a aidé à sortir de ça? J'ai eu 2 soutiens. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui est très organisé, qui a passé, qui a aujourd'hui une carrière dans le process. Donc c'est quelqu'un de très très méthodique dans tout, dans la vie en règle générale, dans sa maison, dans son travail, dans son administratif. Et en fait, quand je l'ai vu faire, je me suis dit mais pourquoi ça a l'air si simple à tes yeux, comment tu le gères, etc. C'est quelqu'un qui m'a réconcilié avec beaucoup de choses en règle générale et en fait et tu as raison Sabrina, une fois que tu es réconcilié déjà avec toi et que tu reprends confiance en toi, en fait tu te dis que toutes les autres tâches qui sont un peu ponctuelles dans ta vie, comme l'administratif en fait, ça devient des éléments totalement banals entre guillemets et lui a été vraiment précurseur de mon rétablissement avec l'administratif déjà. Donc avoir quelqu'un dans sa vie aujourd'hui qui est en mesure de l'entraide dans un couple, je trouve ça hyper important. Et j'ai suivi évidemment un coaching et je suis toujours un coaching autant professionnel et personnel. Et ça montre aussi qu'aujourd'hui travailler sur soi et travailler sur ses peurs qui sont les plus profondes, une fois qu'elles sont un peu démasquées, qu'on enlève ce voile noir qu'on a devant les yeux, on se dit mais ok, bon, c'est en fait la phrase aujourd'hui que j'arrive à dire et que je me répète, c'est ok. Il se passe ça, c'est ok. Donc j'allais te demander le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a la phobie administrative pour s'en sortir. Ça serait quoi? Quelle leçon en tirer? Qu'est-ce que tu en tires? J'en tire que aussi bête que ça puisse être, faut en parler, faut arrêter d'être dans sa petite bulle et de se dire je suis le petit Calimero, c'est de ma faute ou c'est de ma faute si je n'ai pas fait ça, etc. Non, c'est ok. Je le répète, c'est vraiment essayer d'en parler. Aujourd'hui, c'est le meilleur remède. Je pense que ce soit parler avec les administrations, que ce soit de parler avec même un membre de sa famille, le dire aujourd'hui, écoute, il m'arrive ça, je sais pas comment le gérer, est-ce que t'aurais pas un conseil? Demander du conseil. Aujourd'hui, on en est vraiment là, savoir demander de l'aide et avancer, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Alors justement, on va rentrer tranquillement dans les méandres de l'administration. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Alors comment l'administration française a-t-elle évolué au cours des dernières décennies? Y a-t-il eu plusieurs réformes de tentées, positives, négatives? Benjamin peut-être, Sabrina qui veut prendre un peu la parole. Moi je peux commencer. Ouais. Bon, j'ai 30 ans donc j'ai pas connu l'administration des années antérieures, 70, 80, plus. Mais il y a constamment, et je pense que Pascal approuvera, il y a constamment
à tout le moins une tentative d'améliorer l'administration, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces papiers qu'on peut avoir à remplir, toutes ces infos qu'on nous demande, c'est pas juste pour l'envie et le plaisir de traumatiser les pauvres citoyens français et les autres d'ailleurs. C'est en fait, il y a des collectes d'informations pour avoir des données derrière, qu'elles soient démographiques, économiques, pour savoir des données budgétaires, pour récolter de l'impôt, parce que c'est quand même le nerf de la guerre qui paye tout le service public dont on bénéficie tous, pour redistribuer l'argent quand il y a des aides, quand il y a des régimes, moi je parle de fiscalité, mais des régimes fiscaux favorables par exemple ou autres. Et donc en fait, pour que tout fonctionne, il faut que la machine soit bien huilée et qu'il y ait le moins possible de couacs, parce que il vaut mieux que tous les dossiers soient remplis et soient envoyés, plutôt que d'avoir des dossiers où il y a des couacs, où il faut mettre un agent dessus, 2 agents, qu'on s'en sort pas. On parlera certainement un peu des contrôles URSSAF ou fiscaux plus tard, mais c'est pas un plaisir. En fait, si tout est fait de manière la plus fluide possible, c'est le mieux pour l'administration et in fine pour nous, parce que en fait, c'est plus simple de déclarer ce qu'on a à déclarer, je pense en tout cas. Donc oui, pour répondre à la question, même si je me suis un peu perdu, il y a une tentative constamment d'améliorer l'administration avec, j'y reviendrai plus tard, mais avec parfois des couacs ou des accrochages. Des ajustements peut-être. Voilà, oui, ou des prises de décision, j'en reparlerai plus tard pour les créations d'entreprises notamment, mais oui, il y a une tentative, oui, on y reviendra. Alors Sabrina. Alors, personnellement, en ce qui concerne l'évolution de l'administration française, j'ai envie de dire, je suis pas habilitée à dire si ça s'est amélioré ou pas, ou aggravé. Par contre, ce que je peux apporter comme éclairage, si on fait un pas de côté, l'administration, ça a quand même vocation d'essayer d'administrer, d'organiser, de gérer des masses de population, d'activités, etc., et c'est très complexe parce qu'il y a plein de spécificités, d'exceptions, etc. Et quelqu'un qui a en charge d'organiser une gestion, ne serait-ce qu'une entreprise, peut prendre la mesure de la difficulté de structurer, de processer, d'organiser pour obtenir, on va dire, un peu d'ordre et de paix sociale. C'est quand même le but, et d'entraide sociale. Il y a quand même, nous sommes dans un pays quand même qui s'est construit, qui se base quand même sur de l'entraide sociale. Au niveau, par contre, si je ne peux pas juger de l'administration, je peux à un minimum jauger ce que cela peut apporter au niveau de la petite échelle que je suis, à déjà individu et après petite organisation, entreprise. C'est vrai que pour pouvoir accompagner la population qui est vivante, il y a des réformes, il y a des choses qui bougent. En l'occurrence, dans mon entreprise, j'ai un organisme de formation certifié Calliope. Calliope, c'est une certification qualité qui est délivrée par l'État et qui nécessite de répondre à plein de comment dire de conditions pour pouvoir être certifié par l'État. Et de fait, il y a beaucoup d'administratifs et il y a des réformes. Là, ne serait-ce qu'en janvier, là, on vient de passer d'une version V8 à V9 et il faut se remettre tout le temps dans une espèce d'amélioration continue, quoi. C'est Totalement. Un peu l'esprit. Alors clairement, on parlait qu'il y a des profils qui sont plus intéressés, qui trouvent l'administration un peu plus sexy que d'autres, enfin les tâches administratives. Quand tu es chef d'entreprise, de toute manière, tu es amené à endosser plusieurs casquettes, dont le gestionnaire, mais pas que, on est aussi expert dans nos métiers, etc. Et il y a quand même des choses, déjà d'être capable de reconnaître sa difficulté, c'est-à-dire comprendre avoir conscience du rapport que l'on a à l'administration, parce qu'on peut agir que ce sur quoi on a conscience. Donc déjà, ça part de là. Oh, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce de que c'est oser se sûr. montrer vulnérable ou imparfait face à une chose ou incomplet. C'est le reconnaître. Et en même temps, Myriam, tu as témoigné que ça passe par le fait d'en parler et de demander de l'aide. Et c'est un talent que de savoir faire appel au talent des autres. Il y en a qui en ont fait leur expertise, leur métier. Donc déjà, on reconnaît sa difficulté. Ensuite, on accepte cette difficulté. Comme quoi, j'accepte que j'ai ma boîte aux lettres qui se sature et que je ne sais pas faire. Bon, aujourd'hui, je suis contente, il y a plus de publicité que de l'aide d'impôt. C'est génial. Et après, ça, c'est clair. Voilà, après, on peut jauger, mesurer, sans jugement. Mais où j'en suis
de ce problème. Ouais. Et ensuite, en effet, il y a toute une approche structurée, pas à pas, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, le fait déjà d'être au contact de quelqu'un dont c'est le talent, on apprend par observation, par neurone miroir, et on s'inspire de quelque chose qui fonctionne. C'est la base, au lieu de rester dans quelque chose, un disque rayé dysfonctionnel. Pour en revenir à la base, justement, on a Lucas, qui a 13 ans, qui nous demande comment fonctionne une administration en France et quelles sont les administrations françaises. Pascal, peut-être? Alors, comment on fonctionne ? Déjà, on a un contrat avec les pouvoirs publics. Et donc, ce contrat nous demande d'atteindre des objectifs de simplification, d'accessibilité et également des objectifs de performance. Donc, il faut savoir que chaque administration ou pseudo-administration ou service public, comme nous sommes à l'URSSAF, on est challengé par des contrats pluriannuels avec l'État. Et on a des comptes à rendre, clairement. Oui. C'est surveillé, il y a des indicateurs. Voir énormément. Si ouais. Et on a aussi bien des indicateurs quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Et on est de plus en plus challengé sur ces sujets-là. Rappelle-moi le prénom de ce jeune. Lucas. Tu vois, Lucas, en France, on est plein d'habitants. Il y a des chefs qui organisent ça, le président, les ministres, qui essayent d'organiser pour que le pays fonctionne. Pour qu'il fonctionne au niveau, déjà, par exemple, des hôpitaux, qui fonctionne pour l'organisation sur les routes, pour la sécurité avec la police, qui fonctionne pour l'école, qui fonctionne, tu vois, il y a plein de choses qui te permettent de vivre en France. Et pour que ça s'organise, en fait, on doit le gérer. Et l'administration, c'est un mot pour dire gérer, en fait. Et donc, tu vois, il existe autant d'administrations qu'il y a d'organisations à avoir. Et ce qui est compliqué, c'est que, comme en face de moi, donc il y a Pascal, elle s'occupe, de gérer une partie du bon fonctionnement de notre pays. En intervenant sur des missions. Et puis, il y a les responsables, alors peut-être pas le président directement, parce qu'il a quand même d'autres choses à s'occuper, mais ces responsables lui demandent de faire des rapports, de lui expliquer comment ça fonctionne. Et c'est important parce que à la fois, le fait que Pascal puisse remonter son observation de terrain auprès des usagers, donc des Français dont elle s'occupe, va aider ses patrons, ses responsables à donner des nouvelles lois pour l'aider à avoir des nouvelles règles pour nous apprendre à bien fonctionner tous ensemble. Et c'est très complexe parce qu'on n'est pas que, je sais pas, dans ton école, c'est dans ta très classe. bien expliqué, très pédagogique. On voit c'est le l'avantage. coaching. Voilà. Et puis le côté maman. Auditeurs. Totalement. Et dans ta classe, peut-être que tu es 30 maximum, mais en France, on est énormément. Et donc, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que parfois, il y a des couacs, il y a des incompréhensions, mais bon, on s'adapte. Et des fois, surtout, lorsqu'on cherche des informations pour remplir un document, on trouve des formulaires explicatifs, où souvent, les règles sont pas claires. Quand on les c'est trouve. lent. Quand on les trouve, visiblement. Non, mais même celles qu'on trouve, des fois, elles sont... Pas incompréhensible, compris. c'est ça, c'est un enfer pour comprendre tout ça, quelque chose, ou même simplement ses droits, des fois, on sait pas. Oui. Pourquoi la France est championne dans ce domaine de complexité, Benjamin ? Mais parce qu'il y a une énorme inflation législative. En fait, en France, comme dans beaucoup de pays, on a inventé le code civil et donc on a un système de loi codifié. C'est le bouquin énorme, là, très épais. Mais il n'y a pas, illisible, il y a tellement pas ça qu'un s'empile. bouquin, il y a Ouais. autant de codes que de matières et on peut s'en faire un matelas tant et plus de codes. Et en fait, les lois sont... On ajoute souvent des lois, on ajoute... en fait, quand on c'est un peu technique, mais quand on vote une loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat, donc en fait au Parlement, on modifie un article, c'est-à-dire qu'on dit après on change le mot par un autre mot, etc. Ce qui fait qu'on a des textes qui sont parfois illisibles, qui font des renvois à des articles qui, eux, ont été supprimés. Et c'est tout un problème d'inflation législative qui est pointé du doigt depuis de nombreuses années. Les normes se complexifient, mais pas par volonté de se complexifier. En fait, pour amener un peu un volet juridique, la loi est faite pour s'adapter à la société ou en tout cas pour adapter des comportements à la société. Donc les normes qui sont édictées notamment par la loi, mais il y a des décrets, des arrêtés, ça vient inciter à tel ou tel comportement, réprimer tel ou tel comportement, donc faire sa déclaration quand on fait une piscine, désigner le conducteur lorsqu'on est une société et que le véhicule a eu une amende, etc. Et ça, c'est autant de paperasse, entre guillemets, mais qui viennent répondre à un objectif qui est de maintenir la stabilité
réalité de la société. Alors parfois il y a un peu de zèle, je suis bien volontiers le premier à le dire, mais c'est ça l'intérêt, et c'est pour ça qu'on s'y retrouve pas dans tous ces formulaires, parce que il y a de plus en plus de situations avec la digitalisation. Ce sera la fracture, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais il y a des nouveaux comportements qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 5 ans, et il y aura demain des nouveaux comportements. Et en fait, on est obligé de s'adapter à ces comportements dans la loi en règle générale et dans l'administratif en particulier pour déclarer et appréhender ces comportements qui émergent. Du coup, quels sont les principaux défis auxquels l'administration française est confrontée aujourd'hui ? Alors, je pourrais pas tous les citer parce que moi-même, je pense que j'en ai pas conscience, et il y en a beaucoup trop, de toute façon. Mais les défis, ce serait d'appréhender la digitalisation. Parce que, par exemple, en matière de cryptoactifs, c'est un sujet qui est à la mode depuis quelques années. Eh bien, en fait, on a de plus en plus d'obligations déclaratives. Je pense notamment à la fiscalité. Et ça, c'est l'exemple parfait de ce que je viens de vous dire, qui est que il y a un comportement qui émerge, c'est les cryptoactifs depuis quelques années, et l'État se rend compte que ce comportement émerge et il l'appréhende. Et pour l'appréhender, il faut faire des déclarations à ceux qui boursicotent ou ceux qui vraiment font du cryptoactif. Puis ensuite, on va aussi aller voir les entreprises, les plateformes, pour leur dire de elles-mêmes déclarer les opérations. Il y a quelques années, c'était le Airbnb, parce que la pratique du Airbnb n'existait pas ou très peu il y a 10 ans ou 15 ans, et donc c'est particulier, mais enfin c'est très concret, quoi. Le Airbnb existe, et bien il faut savoir comment le déclarer. Il y a des nouveaux formulaires, les plateformes, ensuite ça va être rempli maintenant, enfin c'est déjà rempli maintenant sur les déclarations d'impôts, et donc et ça arrive pareil chez nous sur les aussi, sites mais non de directement. vente en ligne, typé Le Bon Coin, Vinted et autres, pour pas aller tous les citer. Et c'est ça, en fait, l'enjeu de l'État. L'État, c'est une grosse machine qui... Il y a des choses qui arrivent par l'extérieur, et à un moment donné, il faut arriver à réguler tout ça, administrer tout ça. En fait, c'est ça, il faut administrer le tout, parce qu'il n'y a pas de raison que celui qui loue sa maison, il paye des impôts là-dessus, et que celui qui loue un Airbnb, il paye pas. Ou alors, si il y a une raison, ça a été voté au Parlement, on décide de faire un régime de faveur, parce qu'on veut favoriser ou inciter ce type de comportement. Mais dès lors que on veut juste appréhender le comportement, ça multiplie les démarches administratives. Et pour autant, celui qui faisait de la location classique, nue ou meublée, avant c'était 100% des gens, maintenant ça va être plus que 70%, parce qu'il y a 30% de Airbnb, et donc de un texte, je caricature volontiers, mais de un texte qui gérait la location nue ou meublée, on passe à 2 textes, un qui fait le traditionnel et un qui fait le Airbnb. On multiplie tout ça. Sauf que c'est pas que la location meublée, le Airbnb, c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est un bon exemple. Pascal, oui, vous voulez ajouter des choses à tout ça ? Je disais par exemple dans le Airbnb, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça fait partie entre guillemets d'une simplification, mais les revenus nous arrivent directement également. Vous voyez, moi ce que j'observe, si je peux partager un angle de vue, c'est que la société s'est extrêmement accélérée. Si on regarde ces 10-20 dernières années, les moyens de communication se sont bien tissés, Internet, il y a eu plein de choses qui se sont créées. Oui, mais il y en a qui ne maîtrisent pas tous ces outils. On rentrera très en détail tout à l'heure avec Laurent sur le sujet. Et en plus de ça, il y a des usages dans notre pays qui n'étaient pas forcément couverts juridiquement et administrés. Et ce qui est compliqué, c'est que nous avons une organisation qui existe depuis un certain temps, et les administratifs rajoutent comme ils peuvent des textes de loi pour essayer de continuer à gérer dans une organisation existante. Et ça devient un peu un disque rayé. On est dans une espèce de roue d'hamster. Ça se resserre pour les usagers qui n'ont pas cette expertise. Myriam a témoigné qu'elle recevait le courrier et que ça l'angoissait, parce qu'il y a aussi dans la communication un jargon expertise administratif. Il y a des mots qui font peur parce qu'on n'appréhende pas, lorsqu'on n'est pas dans le milieu, dans le métier, ce que ça signifie lorsqu'on parle de redressement, de relance, de mise en demeure. Justement, ouais. Il y a des termes juridiques qui sont pas accessibles à tout le monde. Alors justement, effectivement, on a Pascal de l'URSSAF avec nous. Entrons un peu dans les coulisses de cette institution. Pascal, quels sont les défis futurs anticipés par l'URSSAF en matière d'administration, et comment on se prépare à y faire face ? Alors les défis, c'est encore plus de simplification.
On a mis en place maintenant un système où on part du bulletin de salaire pour faire toutes les déclarations sociales, alors qu'avant il y avait le bulletin de salaire et puis il y avait la déclaration dans les différents organismes. Déclaration annuelle, machin, Voilà. déclaration Maintenant, comptable, tout part du bulletin de salaire. Pour les travailleurs indépendants, à partir du moment où ils ont déclaré leurs revenus aux impôts, c'est le dites-le nous une fois. Ils disent aux impôts, les impôts arrosent les autres administrations. Il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs années de ça, c'était pas le cas. Chaque C'était très administration cloisonné. avait, Et de plus en ses bases de plus, données on aux discute infos. entre les impôts, les URSSAF, Ça évite de reposer 10 fois les mêmes questions à tout le monde. Ouais. avec la CAF. Alors, c'est dans un but, bien entendu, de vérifier que les déclarations, mais aussi d'ouverture de droit, parce qu'on en a parlé. Il y a certaines personnes qui, étant en fracture administrative, ne s'ouvrent pas les droits. Il faut avoir en tête qu'un travailleur indépendant qui ne déclare pas ses cotisations à l'URSSAF, il ne s'ouvre pas de droit. Donc, quand il arrivera à la retraite ou si malheureusement il a un accident de vie, c'est à ce moment-là qu'il se dira « mais je suis pas couvert ». Donc, on a aussi ce rôle-là. Et puis, un des enjeux qu'on va avoir à gérer, là, on est en train de commencer, c'est l'intelligence artificielle. Savoir comment on va l'intégrer dans nos administrations pour nous faire gagner du temps, pouvoir traiter tout ce qui est facile avec l'intelligence artificielle et par contre dégager encore plus de temps pour les gens qui sont en rupture et qui ont besoin d'accompagnement. Et il va falloir comme ça qu'on joue entre les deux, entre ce qu'on va pouvoir laisser faire à l'intelligence artificielle et par contre le temps qu'on va consacrer pour accompagner les usagers qui en ont besoin. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est-ce qu'elle aide vraiment les Français ? Parce que ça peut simplifier. On peut lui demander, je sais pas, à ChatGPT, par exemple, qui m'adresser. Est-ce que les personnes qui sont en fracture numérique, Laurent, s'en servent ? Est-ce qu'ils ont le réflexe, sachant qu'ils sont en fracture numérique ? D'utiliser de l'intelligence artificielle. Eh oui, mais c'est une vraie aide. Ouais. Absolument pas. Ah, voilà, Ouais, ils sont pas du tout là. Ils connaissent parce que on en parle à la télé, on parle de ChatGPT, mais ils se doutent pas que ça peut leur être utile à eux-mêmes. Et je leur en fais des démonstrations parce que je leur montre comment s'en servir pour leurs petits besoins quotidiens. Et ils sont très étonnés et ils vont s'en servir, je pense. Mais c'est vraiment un outil. Hein. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire, elle n'invente pas tout. C'est un outil qu'il faut savoir se servir aussi. Elle ne remplacera jamais l'intelligence relationnelle et humaine. Ça, c'est mais ça reste une solution qu'on peut proposer. Complémentaire. Oui, c'est ça. Il y a un besoin d'optimisation dans les organisations. Ça devient tellement complexe qu'il faut automatiser et externaliser autant une intelligence artificielle qui est moins coûteuse, certaines choses qui peuvent être récurrentes. Mais ça peut encore plus renvoyer une fracture vis-à-vis des personnes qui ont besoin de contact humain. Mais justement, je rebondis juste rapidement sur l'IA. Moi, ça m'a aidé aussi parce que je fais partie de cette génération où je suis ultra connectée. L'IA, ça me paraît logique de vivre avec. Et je sais que moi, ça m'aide quand j'ai des courriers à l'administration à rédiger, mais complètement. Ouais. Mais complètement, parce qu'il va avoir les bons termes auxquels je n'aurais jamais pensé. Et qui vont parler à l'administration. Carrément. Et qui vont aller faire toc à la personne à qui elle va être destinée. Alors que moi, j'aurais écrit mon truc à côté, avec mes sans mots. Employer les termes. Mais totalement, avec mes mots totalement basiques de personnes qui n'y connaissent rien, faut dire ce qui est, ou qui ne s'est pas renseigné, on va dire la vérité. Mais aujourd'hui, moi, l'IA m'a aidé, ChatGPT, on en parlait tout à l'heure, m'a énormément aidé sur des courriers destinés à l'administration parce que j'ai su avoir des réponses claires, parce que j'ai su poser les questions qui étaient destinées à la bonne personne et dans le bon questionnement. Mais c'est très générationnel. Hein. Oui. Oui, totalement. Oui, les personnes qui ont 50 ans, qui sont en fracture numérique, c'est compliqué de penser à ChatGPT. Mais une fois qu'on leur montre, est-ce qu'ils comprennent, Laurent ? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les IA actuelles, qui sont des IA conversationnelles, on leur pose la question telle qu'on la poserait à quelqu'un. Avec son langage. Et avec notre propre langage. Et elle s'adapte et elle nous répond. Voilà. Mais alors, après, je leur dis bien, attention, c'est un outil. Il ne faut pas prendre les réponses pour du 100% sûr et valide. Il faut s'en servir pour s'inspirer, s'en inspirer. Et on a toujours pour l'instant un moment où il faut faire attention de pas avoir ce qu'on appelle les hallucinations d'IA, des trucs que l'IA va. D'ailleurs, il nous prévient en bas, je crois. Attention, faites attention quand même parce que. Oui, tout à fait. Mais on peut s'en servir comme un outil, une aide.
aujourd'hui. Voilà, c'est un outil et il faut s'en servir vraiment comme ça. C'est vrai que pour écrire des lettres type pour une administration ou pour voilà, j'ai besoin d'une lettre de résiliation, contrat d'assurance, plutôt que d'aller chercher sur internet et de tomber comme Des on sites tombe qui vont les souvent, vendre en plus. Ouais. Voilà, ça Certains, se ouais. faire de l'argent. Ouais, c'est vrai. Hein. voilà, tous les premiers résultats des recherches. Des recherches, c'est déjà les payants. Et après, il faut faire le tri là-dedans. Et quand on n'y connaît rien, comment faire un tri là-dedans? C'est pas évident. Donc là, pour ça, elle aide beaucoup. Oui. On a une pardon. Oui, peut-être juste pour contrebalancer l'intelligence artificielle, qui est en effet un de nos défis dans les administrations. On a aussi conscience qu'il y a toute une partie de la population qui reste en fracture numérique. Et dans ces cas-là, quasiment toutes les administrations maintenant s'intègrent en partenariat avec ce qu'on appelle les maisons France Service. Et les maisons France Service, on les trouve quasiment dans tous les petits villages du département. Et de je pense plus en que plus. Laurent va pouvoir compléter sur ce point-là. Voilà, et c'est vrai qu'on s'y inscrit et voilà, quelqu'un qui n'a pas d'internet, qui est en panique, peut aller dans une maison France Service et on l'assistera dans ses premières démarches. N'est-ce pas, Laurent? Oui, tout à fait. Oui. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas dans une maison France Service. Moi, je suis détaché. Je suis conseiller numérique France Service. D'ailleurs, à partir de cette année, on n'a plus le titre France Service. On est conseiller numérique tout court. Parce qu'il y a justement les maisons France Service qui sont là vraiment pour ça. Toutes les aides administratives et où on a des gens qui sont formés pour. Sur toutes les parties de l'administration, sur tous les sites, toutes les déclarations qu'ils ont à faire en ligne, toutes les démarches en ligne. Et eux, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Alors qu'un conseiller numérique comme moi, je fais beaucoup plus d'autres choses aussi pour apprendre aux gens à appréhender le numérique. Voilà. Et je fais pas pour les gens. Je leur apprends comment se servir et faire eux-mêmes. Pour les rendre en autonomie, alors que quelqu'un qui est vraiment loin du numérique, qui ne pourra pas apprendre comme ça, peut aller dans une maison France Service et ils vont l'aider à faire leur déclaration qu'ils ont besoin de faire maintenant tout de suite. Quoi. On a une question de Benoît tout à l'heure qui nous demandait « Il faut des papiers pour tout, carte d'identité, passeport, carte électorale, aide sociale, travail, santé, banque. À l'ère où le développement durable est important dans notre société qui se veut écologique, pourquoi on a encore besoin d'autant de papiers ? C'est vrai, ça. Pourquoi autant Est-ce qu'on de peut pas papiers centraliser ? C'est une très bonne question. Ça va être très coûteux. Bon, alors, c'est intéressant. En effet, tout peut être. On voit bien que c'est un gros mammouth. Beaucoup d'auditeurs nous interpellaient là-dessus parce que c'est vrai que. Alors, il y a plusieurs choses parce que déjà, les administrations, comme nous l'a témoigné aussi Pascal, s'organisent pour pouvoir, avec France Connect, tout ça, pour pouvoir se mettre aussi à jour des nouvelles tech. Ne plus avoir les papiers, ça veut dire induire un changement d'organisation, faire le contrôle de chaque concitoyen qui a la carte pour pouvoir basculer dans la nouvelle organisation. C'est très coûteux. Pourquoi pas, en effet, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas se passer non plus une puce dans le bras pour actionner. C'est-à-dire que, selon moi, il faut se méfier de ce qui est simpliste. Simplifier de la complexité, c'est pas évident parce qu'il faut pas perdre certaines raisons pour lesquelles les choses ont été faites. Alors il y a peut-être des choses qui valent le coup d'être mises à jour, mais avoir le même papier pour tous, c'est peut-être plus aussi sujet à fraude, à affichage, que sais-je. Voilà, je m'interroge, je ne suis pas experte là-dedans, mais je me dis que si c'était si facile, ce serait déjà mis en place. Voilà. Et puis, moi, si je peux ajouter à la réflexion, chaque papier a aussi son utilité. La carte d'identité, c'est la carte d'identité. La carte vitale, c'est la carte vitale. Quelqu'un qui a une carte d'identité n'a pas forcément une carte vitale. C'est ça. Le permis de conduire, etc. Et même j'entends l'ère de la digitalisation, etc. Est-ce que c'est la carte d'identité qu'on change tous les 15 ans ou le permis de conduire qu'on garde je ne sais pas combien d'années Oui, qui va prendre énormément de temps. Ouais. Est-ce que c'est réellement ça le problème dans la transition écologique ? Je ne suis pas certain qu'une carte d'identité qu'on imprime tous les 15 ans, sauf à ce qu'on la perde entre-temps, soit le premier enjeu pour améliorer la transition écologique. Si on s'interroge là-dessus, on a peut-être d'autres sujets à s'interroger avant, même si je ne veux pas passer pour... voilà, mais... il n'y a pas de petits gestes, mais bon. De toute façon, je vois déjà dans le coaching d'entreprise, lorsqu'on amène de l'évolution, de l'innovation, personnellement, j'aime bien quand même, il y a des fondations quand même de sécurité, de solidité, de comment je pourrais dire, de rituels à conserver, de coutumes.
peu près. Alors ça varie en fonction du profil innovant de l'entreprise, mais 80% de sécurité pour 20% d'innovation, c'est un bon équilibre pour pouvoir amener une évolution, un changement positif et constructif, évolutif, et pas une espèce de trauma fracturant entre un ancien système et un nouveau système. Donc quoi qu'il en soit, là, il y a quand même des choses qui s'installent. Le papier unique qui quand même passe dans toutes les administrations et dans tous les fonctionnements, c'est quand même très délicat à installer, hein. C'est très délicat. Ouais, en revanche, on a énormément diminué notre utilisation de papier. À l'heure actuelle, à l'URSSAF, 98% de nos paiements sont dématérialisés et 97 ou 96 de nos déclarations. Aujourd'hui, le courrier papier, hormis le courrier juridique, encore un peu avec les tribunaux. C'est d'ailleurs pour ça que le prix des timbres n'arrête pas d'augmenter, pour essayer de compenser la baisse de volume de courrier. Après, tout ce qui est déclaration, paiement, le courant, tout est dématérialisé à l'heure actuelle. Peut-être un parallèle, mais le fait que ce soit dématérialisé, on appréhende plus d'un point de vue cognitif la réalité des choses. C'est un peu comme... Bon, moi, ça fait 15 ans... Recevoir un bon courrier papier mis en demeure de l'URSSAF, ça fait plus peur. Non, dans ta boîte aux lettres. C'est pas ça, c'est que... La vraie boîte aux lettres physique. Avant ma reconversion, là, ça fait 15 ans que je fais ce métier de coach de vie d'entreprise. J'étais pendant 10 ans dans la finance et on voyait bien les personnes qui ont du mal à appréhender même une gestion financière. Le fait que ce soit une carte bleue, ça les met encore plus en danger, le fait que ce soit dématérialisé. Donc, je pense sincèrement que il faut un juste accompagnement, équilibre et pas perdre le sens des choses. Voilà. Et puis niveau papier, enfin quand on parle de carte d'identité, etc. Je suis désolée, mais on la sort pas non plus tout le temps, quoi. On en a besoin ponctuellement pour faire de l'administratif. La chose qu'on sort le plus, c'est sa carte bleue, sa carte vitale. Ça, c'est sûr. Donc quand il s'agit de payer quelque chose parce qu'on a envie de se l'acheter, on n'a aucun problème à dégainer sa carte bleue, son téléphone, son chéquier, etc. Bon, la carte d'identité, c'est parce qu'on va faire des démarches. Le permis, c'est parce qu'on a besoin aussi peut-être en faire ou parce qu'on est contrôlé. Enfin, c'est pas des papiers qu'on sort tout le temps, quoi. Donc, je vois pas en quoi ça pourrait être dérangeant. Parce qu'il y en a plusieurs, oui, mais c'est pas quelque chose qu'on est obligé d'assortir tous les jours. Tout commence à se dématérialiser. Mais totalement. Carte vitale va se dématérialiser sur les téléphones, etc. Totalement. Mais j'entends dématérialiser, sortir de la matière. Mais nous restons des êtres incarnés de matière. Hein. Il faut pas oublier ça aussi. Parce que quand c'est qu'un concept, on en perd, on va dire, un sens critique et le fait de pouvoir agir dessus. Ouais. Et moi, je trouve ça quand même, entre guillemets, allez, je vais pas dire dangereux, mais je porte un regard d'alerte, de vigilance, de veiller à ce qu'on n'oublie pas le sens et les réalités de ce que c'est. On parle du futur, on a parlé d'avant. On a eu une réforme aussi en 2019, une réforme qui a eu lieu pour faciliter les impôts. On a maintenant l'impôt à la source depuis janvier 2019, mais en réalité, il faut continuer à déclarer comme avant. Est-ce que ça a été une réelle facilité ou ça a été un échec, tout ça? Qu'en pensez-vous? Ouais, Benjamin? Je me dévoue. Parce qu'en fait, il faut faire la même chose qu'avant. Mais en réalité, peut-être que la réforme a été mal vendue parce qu'il n'y avait pas spécialement un objectif de simplification dans la déclaration. Oui, les gens l'ont compris comme ça, alors qu'en réalité, pas du tout. Pour expliquer en 2-3 minutes maximum, je vais essayer d'être bref, je sais, ce qu'est le prélèvement à la source. En fait, c'est la modalité du paiement de l'impôt. Avant, le prélèvement à la source, on déclare en mai les revenus de l'année N-1, pour parler en technique en année N. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et en septembre, donc de l'année N, on paye les impôts de notre revenu de l'année N-1. Sauf que si sur l'année N-1, tu as gagné 30 000 euros par exemple, et que en février de l'année N, tu as arrêté de travailler, tu déclares en mai de l'année N et tu payes ton impôt sur tes 30 000 euros de l'année précédente en septembre, donc 9 mois plus tard. Et en réalité, l'administration avait de nombreux impayés parce que les gens, ils dépensent l'argent, c'est normal. Et c'est dématérialisé. Plus d'un an et demi après, quasiment, plus de 9 mois après. 9 mois après. Au pire, si on arrête de bosser en décembre, voilà. Pour le dernier salaire. Ouais. Mais en fait, c'est aussi si tu as une situation dans ta situation professionnelle, dans ta situation personnelle, parce que tu gagnes une part, tu perds une part, etc. Il peut y avoir plein de choses. Et en fait, il y a nécessairement un décalage parce que l'administration, elle doit savoir combien tu as gagné. On calcule ça sur une année. Déjà, une fois que c'est passé, forcément,
non, on peut pas. C'est ça. Alors, et justement, le prélèvement à la source, là où il simplifie, entre guillemets, c'est qu'il colle à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, les situations de travail des gens sont toujours aussi variées. Indépendants, salariés, etc. Et il y a les formulaires s'agrandissent d'année en année. Il y a une loi de finances qui sort tous les ans parce qu'on appréhende de plus en plus de situations, on met à jour. Et la déclaration est la même. On fait la même. Les salaires sont pré-remplis, donc ça, c'est une volonté de simplification, par exemple. Pas le cas avant. D'autres montants sont pré-remplis, les intérêts qu'on a sur le livret A qu'on a, etc. C'est vrai que sur ça, il y a eu de la simplification. Et tout à fait. Mais voilà, pour expliquer vraiment le prélèvement à la source, c'est quoi ? C'est qu'en mai, tu déclares tes revenus, tu vas payer ton reliquat où on va ajuster ton taux parce qu'on t'a prélevé depuis le début de l'année, janvier, février. Soit trop, soit pas assez. Soit trop, soit pas assez, et on ajuste. Et donc, c'est-à-dire que si tu as un changement de situation professionnelle, en fait, quand tu vas déclarer tes revenus l'année d'après, si tu ne le fais pas spontanément, parce que tu peux spontanément dire ma situation change, adapter mon taux, parce que ton taux d'imposition change en fait. Le taux d'impôt, c'est un escalier, c'est un impôt progressif. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup les gens dire tu vas être dans la tranche supérieure, tu vas payer plus. En fait, c'est que la fraction supérieure qui est imposée en plus. C'est vraiment, faut le voir comme un escalier. Mais du coup, si tu as tant d'argent qui est imposé à un taux de 30, ça va avoir tendance à ce que ton taux tire vers 30, alors qu'avant, il était vers 11. Et donc, si tu changes de situation et que tu passes d'un taux marginal, c'est le nom qu'on donne, de 11 pour avoir un taux à 30, ton taux moyen va passer de 11, 12, 13 à 15, par exemple, ou à 18. Et donc, en fait, on va adapter le prélèvement à la source pour qu'en cours d'année, tu payes. Et en fait, c'est ça, le prélèvement à la source, c'est un acompte. Tu payes un acompte d'impôt. Comme si on provisionnait finalement. Oui, sauf que les gens... Donc il y a quand même du positif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens mais bien sûr, faut le déclarer pareil qu'avant, mais voilà. La déclaration est la même parce que c'est ton revenu quelques mois après la fin d'année de combien tu as gagné, et donc on calcule ton impôt. Et ton impôt définitif qui arrive en septembre avec la vie est strictement le même. Sauf que c'est la modalité de paiement qui a changé. Tu payes un acompte tous les mois. Certains pouvaient même le faire avant, mais en réalité, peu de gens se mensualisaient. Et donc, on arrivait en septembre et on demandait un échéancier parce qu'il y avait la douloureuse qui tombait et surtout si la situation avait changé. Et aujourd'hui, finalement, tu payes un acompte et donc les impôts sur la base de si ta situation ne change pas, normalement, ton taux est bien calculé. Pareil. Et donc, ça s'équilibre. Si ta situation change, et c'est ça qu'il faut dire aux gens, et c'est là qu'on a peur de l'administratif, c'est que lorsqu'il y a un changement de situation, il faut déclarer à l'URSSAF, aux impôts, les changements d'adresse, les changements. Et en fait, si on prévient, les taux s'adaptent. Et donc, c'est en ça qu'on voulait que ce soit simplifié. Ça ne simplifie pas la déclaration, ça simplifie, j'insiste, la modalité d'imposition pour éviter qu'on se retrouve pris à la gorge parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on n'avait pas les connaissances. Et ça rejoint ce qu'on disait en introduction, le manque de connaissances. Ton explication. Et face à ce constat, cette facilité quand même pour les particuliers d'avoir ce lissage et cette provision, on a proposé la même chose au niveau des URSSAF pour nos travailleurs indépendants. Parce que ce N-2, N-1 sur les revenus, c'est notre vie surtout réelle. Dans les travailleurs indépendants, il peut y avoir des grosses fluctuations à la hausse comme à la baisse. Très grosses fluctuations. C'est pour ça qu'on propose maintenant soit le revenu estimé, c'est-à-dire que dès qu'on a connaissance que son revenu va être à la baisse à tout moment de sa vie, on peut prévenir tout de suite. On peut prévenir, voire de la modulation. Et c'est exactement le même principe, c'est pour permettre justement de faire une provision et de pouvoir s'ajuster au plus proche de ses revenus. Mais je pense qu'il y a eu une forme de désillusion de la part des contribuables, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque où on allait lancer ce prélèvement à la source, il y a eu évidemment toute une communication pour vendre les choses. Oui. Évidemment, pour vendre la chose. C'est vrai que ça a été peut-être mal vendu. Les gens l'ont compris comme une simplification. Oui, mais ce qui est complexe, c'est que l'administration française, même si c'est la plus efficace, l'une des plus efficaces au monde, ça reste complexe parce qu'elle doit administrer, gérer quelque chose qui est complexe. C'est un pays, c'est avec tout plein de spécificités d'administration à gérer, etc. Et donc, je pense que les contribuables face à la publicité, à la vente, on va dire, de ce nouveau mécanisme, on fait un amalgame et on pensait que ça allait carrément modifier, simplifier, on va dire, le référentiel dans lequel ça s'installait. Et ce n'est pas ça. Disons qu'on ne change pas le cadre d'application. C'est administrer un État, une fiscalité, etc. On avait observé même ce qui se passait à Londres, etc. Mais en soi, ça ne change pas. Ça simplifie dans ce qui est existant. Eh bien, on va revenir dans quelques secondes sur vos radios. On va rentrer un petit peu dans les coulisses des chefs d'entreprise, entre autres. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, seconde partie.
Et oui, les chefs d'entreprise, on a peur de tous ces papiers. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres. Les chefs d'entreprise et les papiers, Luc, ça donne quoi ? Ah, les impôts figurent en haut de la tête des démarches administratives. Une majorité significative des jeunes chefs d'entreprise, soit 68% des moins de 30 ans, expriment un sentiment de manque d'éducation en matière de gestion administrative dans leur parcours professionnel. Cette lacune ressentie tant au niveau de l'éducation formelle à l'école que du soutien des administrations met en évidence un besoin critique d'amélioration dans la formation et de l'accompagnement administratif destiné aux jeunes entrepreneurs. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Julien du côté de Toulon dans le Var. En tant que chef d'entreprise à Toulon, je me retrouve toujours confronté à un véritable casse-tête administratif. Chaque année, c'est la même histoire, des heures à passer, trier, vérifier, soumettre des documents. On nous avait promis des allègements, mais pour moi, la complexité reste la même, voire pire. Sophie de Valence, j'avais peur d'ouvrir mon entreprise avec tous ces papiers, mais finalement, avec de l'aide, tout passe. L'administratif et les papiers, c'est aussi un gros point noir dans le monde professionnel. Pour un chef d'entreprise, comment se lancer, Benjamin, avec tous ces papiers ? Alors, quand on veut lancer une entreprise, il y a beaucoup de questions à se poser et l'administratif peut en faire partie, outre les modalités techniques derrière. Déjà, il faut s'entourer. Alors, pas forcément d'un avocat, mais selon le projet. Il est conseillé de prendre un comptable ou un expert comptable et de ne pas vouloir tout faire par soi-même, même si certaines formes d'activité le permettent lorsqu'on est auto-entrepreneur et que finalement on ne crée pas de société. Et là, il faut juste faire une déclaration assez simplifiée. Pour le reste, comme je disais et comme l'a dit le dernier auditeur, il faut se faire aider en fait. On ne sait pas. Tout le monde n'a pas la science infuse. Moi, le premier, je connais pas tout surtout de l'administration. Pascal est certainement très calé en URSSAF, mais peut-être qu'il y a d'autres. Peut-être qu'en urbanisme, elle y connaît pas grand-chose. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que, comme on le disait en introduction, on a tous un manque de connaissances et on peut pas être. On est expert éventuellement dans nos matières, mais on n'est pas expert dans les autres matières. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la lucidité de se dire ça, je ne sais pas le faire. Et donc ça, je vais me faire aider. L'interlocuteur privilégié quand même des sociétés, c'est le comptable ou l'expert comptable. C'est celui à qui, dès qu'il y a un problème, alors bon, Pascal est de l'autre côté de la barre, c'est pas forcément l'URSSAF auquel on pense en premier. Mais on pourrait. Peut aider. Quoique on pourrait. Et de plus en plus. Mais effectivement, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone, d'appeler le comptable ou l'expert comptable. Dès qu'il ne sait pas, généralement, après, c'est sur nous que ça retombe ou dès que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut y passer plus de temps. Mais en fait, voilà, il faut avoir cette lucidité de se dire, je me fais aider. Parce que c'est ce qui est ressorti de l'introduction. Hein. Il y a une angoisse. Ma mère avait repris les études d'infirmière et c'est une des seules phrases que je me souviens de son étude, c'est l'angoisse, c'est une peur sans objet. On a peur dès lors qu'il y a du papier. Dès lors que on reçoit un recommandé, moi j'ai nombre de clients pour qui j'envoie des recommandés, le recommandé me revient, pli avisé non réclamé, on voit un courrier recommandé, on a peur, on va pas le chercher. Alors qu'il n'y a pas lieu. Si quelqu'un s'ennuie. Non, mais en même temps, c'est raccord avec la phobie administrative. Non, mais c'est un peu ça. Mais si quelqu'un s'ennuie à vous envoyer un courrier recommandé, à le payer 8 €, 9 € pour garder une trace de l'envoi, que ce soit une amende, l'URSSAF, un avocat, n'importe qui, un voisin avec qui vous êtes en froid, ben en fait, c'est qu'il veut garder une preuve de ce qu'il vous a envoyé plus qu'un mail, qui veut vraiment marquer le coup. Et donc, en fait... faire peur, finalement. Mais en fait, c'est... Mais on a plus peur, effectivement, quand on reçoit ce type de courrier qu'un simple mail dans une boîte mail. Tout à fait. En fait, c'est de dire... Regarde, je rentre dans quelque chose qui va être administratif ou, moi, dans mon cas, judiciaire. Et en fait, je veux me maintenir une preuve. Et demain, vous recevez, n'importe qui reçoit un mail et reçoit la même chose en recommandé. Ben, on va plus avoir un peu la main tremblante quand on va ouvrir le recommandé que quand on va ouvrir le mail. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut pas avoir peur de se dire, je reçois quelque chose. Si je le comprends, ben j'y réponds moi-même. Ça nous arrive dans plein de cas. Et puis on arrive après, on rattrape ou pas les choses. Et si je le comprends pas, ben je me fais aider. Je vais voir le comptable, je vais voir l'avocat, je vais voir un copain. D'abord, peut-être avant les professionnels qui pourraient s'y connaître. Je vais voir l'URSSAF. Donc il faut se faire aider pour essayer de comprendre dans la mesure du possible ce qui nous arrive. Parce que dès lors qu'on comprend
ce que la personne en face, notamment l'administration, attend de nous, on est à même de donner la réponse adéquate et ça évite généralement beaucoup de problèmes. Oui, et puis ignorer, c'est accumuler des problèmes sur le long terme. C'est comme ça qu'arrivent les rectifications, les redressements d'office, les pas saisies faire un sur les sourd comptes. d'oreille, Mais c'est comme les amendes. Quand on sait qu'on s'est pris une amende parce qu'on s'est mal stationné ou qu'on a grillé un feu ou autre, on reçoit le papier. D'abord, souvent, c'est une lettre simple. Alors certains, on va dire, je l'ai jamais reçu. Puis quand on le reçoit en recommandé, si on oublie de payer dans les 45 jours ou je suis pas un expert, l'amende, elle passe à 375 ou 600 euros. Enfin, et en fait, c'est le fait d'avoir fait l'autruche qui fait que de la petite amende à 37 euros ou à 70 euros ou à 17 euros de stationnement, on se retrouve à avoir une saisie sur compte à 375 euros, pris sur le compte, saisie sur salaire à l'employeur, etc. Et en fait, c'est l'exemple parfait que en faisant l'autruche et en ne prenant pas le problème à bras le corps, qui est pas forcément un problème, je me suis mal stationné, je paye 17 euros, tant pis, je le savais ou je l'ai pas vu, je ferai attention la prochaine fois. Ça permet d'éviter de crouler sous la paperasse et sous ces ennuis qui s'accumulent. Alors, puisqu'on est dans la partie, on va dire, chef d'entreprise, combien de temps déjà il faudrait pour les papiers quand on se lance, voilà, et plus tard aussi dans la gestion, et quelles sont les étapes clés, par exemple, pour enregistrer légalement une entreprise en France, et quelles galères on peut rencontrer, Benjamin, par exemple? Oui, par exemple. Alors, il faut prendre un petit peu de temps au début, sachant que certains le font tout seuls, certains délèguent. Il y a plusieurs façons de déléguer. Il y a des sites en ligne du type Legal Place, par exemple, qui montent des sociétés basiques, prêtes à porter, pour des sommes relativement... Simplifier un peu tout ça. Et l'intérêt, c'est un intérêt financier. On n'a pas d'interlocuteur, on le sait, mais on paye moins cher. Donc voilà. Concrètement, les obligations, et après on peut aller voir le comptable ou l'avocat, et plus on y va, et plus généralement le prix augmente, mais la prestation généralement aussi. Les obligations légales, c'est notamment de s'immatriculer auprès du registre du commerce et des sociétés. Alors ça fait peur quand on parle du greffe, mais en fait c'est ce qui permet qu'on trouve le CABIS, qui fait peur aussi, qui est en fait la carte d'identité d'une société. Et les CABIS sont publics parce que on est censé pouvoir trouver une société, et c'est pour ça qu'il y a les mentions sur les courriers que nous envoient les sociétés ou les factures. Il y a le numéro SIRET, qui est un numéro unique comme un numéro de sécu. Il y a l'adresse postale, etc. Pour identifier la société, tout à fait, écrit avec qui on correspond. Tout à fait. Et si jamais un jour tu as un doute parce qu'une société, la facture elle te semble foireuse ou autre, ou que tu veux simplement voir un peu, avoir des infos de cette société, ces informations sont publiques. On va sur Infogreffe, on tape le numéro SIRET. Il y a d'autres sites qui font ça. Il y a Papers par exemple qui prend une ampleur aussi pas mal. Et en fait, on a le numéro de SIRET, le siège social, les associés quand c'est visible, qui est le dirigeant, donc en fait le représentant légal de la société. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est la carte d'identité de la société qui peut l'engager, cette société, son objet social. Et donc, si tu as monsieur A qui vient te dire « je représente cette société, je vais vous faire signer un contrat, etc. » Mais qu'en réalité... Il signe PDG, on va regarder, en fait, c'est pas du tout lui. Et si c'est pas lui, louche. La société pourrait ne pas être engagée. Alors après, c'est aussi des rapports internes entre les associés. Mais en fait, voilà, toute cette paperasse qu'on fait quand on crée ou quand on modifie une société, si une société modifie son siège, elle doit déclarer ce changement de siège, elle doit faire un PV d'assemblée générale avec les associés qui le signent. Un papier obligatoire avec les associés, des traces écrites. Mais c'est ce qui permet que la société qui était à un lieu A, demain, elle bouge et elle va à un lieu B, en fait, elle est censée donner cette information publiquement pour qu'on puisse retrouver cette société. Parce que si cette société doit 10 000 euros aux URSSAF ou à toi parce que tu as fait une prestation pour elle et qu'elle t'a pas payé, tu dois pouvoir la retrouver. Alors après, elle peut se liquider, etc. Et ça complexifie encore. Oui. Mais en réalité, c'est ce que je disais au début. Toute cette paperasse, toute cette administrative qu'on fait, ça sert à pouvoir retrouver les informations derrière, et c'est ça qui est important. Et donc, voilà, la première étape, pour revenir à la question, parce que pareil, je digresse, c'est de s'immatriculer auprès du registre du commerce des sociétés. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Quels sont les autres documents qu'il faut pour monter une société, Pascal ou Benjamin? Ça, c'est le premier des documents, c'est... c'est de quand on est en société, je parle, parce que il y a des formes beaucoup plus simplifiées où on est tout seul, c'est la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur, où en fait on fait une déclaration tout simplement à l'URSSAF notamment, on a un numéro SIREN, ce qui est un peu différent, et après il y a vraiment la société où là on est plusieurs, ou alors on est une société mais on est seul, c'est notamment la SASU ou le URL, et dès lors qu'on est en fait en société, on s'immatricule au greffe. Si on n'est pas en société, qu'il n'y a pas une personne morale qui est créée, on fait simplement une déclaration et on reste, nous, personnes physiques,
exploitant. Et c'est un peu... dans ce cas-là, les obligations sont simplifiées. Mais il y a une moins grande protection du patrimoine. Mais voilà, en fait, on sait qu'on n'est pas une société, donc c'est plus simple. On fait juste une déclaration. En société, par contre, il y a beaucoup plus d'obligations parce qu'il faut ensuite, après, se déclarer auprès de plein d'organismes. Mais certains sont communs, notamment l'URSSAF. Je vais laisser parler Pascal. Même quand on est auto-entrepreneur, on doit se déclarer à l'URSSAF, aux impôts, etc. Il y a une simplification là qui est apparue au début de l'année dernière, qui est le guichet unique. Alors, le projet était beau. Simplification. Alors, le projet est beau. Le projet, c'est une vraie simplification. C'est permettre à chacun qui veut ouvrir une société d'aller vers un guichet unique et de plus se poser la question, est-ce que je dois aller à l'URSSAF ? Est-ce que je dois aller à la chambre de métier ? Est-ce que je dois aller au greffe ? Est-ce que je dois aller aux impôts ? C'était complètement raccord avec la question suivante, parce qu'on voulait savoir si vous aviez des petites astuces, des conseils pratiques pour simplifier toutes ces démarches administratives de déclaration, par exemple, ou de modification, ou etc. Le projet a été créé, mais pour l'instant, voilà, comme tout projet, il est beau, il est ambitieux. Il y a encore un petit peu des simplifications à adopter. Alors, en fait, pour expliquer le guichet unique rapidement aussi, le projet effectivement était très beau et très noble. Mais dans l'absolu, on l'a déjà fait avec le travail. À l'époque, ANPE, ACDIC, ça a fusionné. Maintenant, on refusionne Pôle emploi en France Travail. Donc en fait, on est un peu dans le même esprit là, de ce guichet unique pour les sociétés. Alors, les objectifs derrière sont nobles, mais pour les sociétés, clairement, c'est un fiasco. Et je veux pas dévaloriser le travail qui est fait parce qu'il y a des gens derrière qui bossent et il y a des millions d'euros qui ont été investis. Mais il y a... c'est une V1, on va dire. Il y aura peut-être une V2. Il faut qu'il y ait une V2 et une V3. Et elles sont en cours. Voilà. Mais en effet, pour l'instant... Alors, pour être vraiment critique, en fait, en réalité, il a été décidé que le guichet unique serait l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Là où on déclare les marques, tout ça, de mémoire. Tout à fait, là où on déclare les marques. Et en fait, ce guichet unique pour les sociétés, c'est dès lors qu'on crée une société, on va aller sur ce guichet unique et on va déclarer et tout va être transmis acquis de droit. Donc, sur le principe, c'est très bien. Sauf que en pratique et concrètement, l'INPI n'était pas prêt à recevoir toutes ces informations. L'INPI, qui est le site de la propriété intellectuelle, il recevait les marques, les brevets. Et à côté de ça, on a Infogreffe. Et Infogreffe, je vais pas faire de la pub aux tribunaux de commerce, mais en fait, c'est le site qui marchait pour les sociétés à part entière, qui est en fait un groupement des divers greffiers des tribunaux de commerce de toute la France. Ils ont développé ce logiciel. C'est eux qui mettent la main au pot quand il faut faire des améliorations, etc. C'est un GIE, en fait, qu'ils ont entre eux. Et après, on centralise tout à Infogreffe et ça renvoie au bon tribunal de commerce, au bon greffe. Et en fait, ce site marchait. Et Infogreffe marche toujours très bien. Et il a été décidé que le guichet unique serait l'INPI, qui n'était pas adapté puisqu'il faisait que les brevets et les marques. Et plutôt que d'emprunter, alors je caricature... Sachant qu'il y a plein de sociétés qui n'ont pas spécialement de marque, qui ne les déposent pas à l'INPI. Hein. Tout à fait. Donc en fait, il y avait peut-être, j'invente, j'ai aucune idée des chiffres, mais peut-être 95% ou 90% des démarches qui étaient faites sur Infogreffe, le reliquat qui était fait sur l'INPI, et plutôt que de se dire, on va prendre les 10% de l'INPI ou les 20%, peu importe, et les mettre sur Infogreffe, on s'est dit, on va déplacer les 90% d'Infogreffe pour les mettre sur l'INPI. Et on va pas prendre le code source d'Infogreffe, on va nous-mêmes coder notre code source. Sauf qu'en fait, ça fait 1 an et demi, 2 ans. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que, si tu veux, le projet est reporté, qu'on avait dit au 31 décembre, c'est sûr, ce sera l'INPI. Finalement, en fait, on va sur l'INPI, puis il y a un petit lien, ça renvoie sur Infogreffe. Quelle complexité. Je vois Myriam, elle se décompose, mais qu'est-ce que c'est non, mais c'est quoi ce truc? Non, mais rigole pas, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Mais je lisais dans tes pensées, je me dis, c'est pas possible de se dire, mais c'est quoi ce truc de fou? Non, mais en gros, t'ouvres une boîte et il faut que tu penses à déclarer aux impôts, à l'URSSAF, à le Pôle emploi, on n'a pas encore arrivé sur la partie employée. Hein. Non, mais et là, tu te dis, mais pourquoi autant. Enfin, moi, je trouvais. Moi, voilà, je suis. Interloqué. Ouais, non, mais complètement, je me dis, mais. En fait, c'est pour ça que les gens ont peur en fait d'ouvrir leur structure parce que c'est pas rassurant quand on entend ça. Bon, après, l'esprit de départ, guichet unique. Moi, tu vois, le guichet unique, ça finira par bien marcher. Voilà. Ouais, ça finira. Mais en fait, là où on a un peu remonté les professionnels, et c'est pas que les avocats, c'est les comptables et c'est tous ceux qui créent des sociétés, c'est qu'en fait, si tu veux, quand tu déposes ta formalité sur l'INPI, en fait, avant sur Infogreffe, ça partait. C'est pire qu'avant, c'est ça? En fait, ça partait dans un cloud et ça allait au bon tribunal. Donc nous, à Marseille, à Toulon, etc. Ouais, parce que dans la région. Ouais. Et en fait, l'INPI, là, ça reste bloqué dans le cloud. Et donc, tu as le greffe du tribunal de Marseille qui te dit, pendant 15 jours, on reçoit rien. Et puis d'un coup, on reçoit 15 jours de formalité.
Donc, ça fout le why. Ouais, parce que les greffiers, d'un coup, ils se prennent 600 dossiers, alors qu'en fait, ils avaient rien. Ils en c'est bizarre, il n'y a pas de boîte qui se crée. Et d'un coup, tac, 600 boîtes qui se créent. Ouais, sauf que le problème, c'est que derrière, tu as des gens qui attendent pour monter leur boîte, pour changer le siège. Et en fait, ça crée un vrai problème parce que nous, professionnels qui savons faire normalement, on est bloqués par des moyens techniques. Et là, c'est ça qui est aberrant, c'est que on avait une solution, et vraiment, c'est un petit coup de gueule, mais on avait une solution qui fonctionnait, qui était Infogreffe. Et techniquement, on a dit, on prend quelque chose d'autre. Et plutôt que d'avoir la lucidité de se dire, c'est une bonne idée, mais c'est pas encore prêt, voilà. En fait, vraiment, on repousse 3 jours avant, on dit, finalement, on y reste. Et en fait, voilà, c'est là que c'est énervant et qu'il y a des contribuables derrière qui comprennent pas, qui se disent, mais attends, je comprends pas pourquoi ma société n'est pas créée. Et on leur dit, c'est l'ordi qui marche pas, quoi. Et revenir en arrière, c'est pas possible pour les administrations. C'est ce qu'on fait en fait en redisant c'est bon, on continue de fonctionner sur Infogreffe pour la plupart des choses, alors que le projet aurait dû être mis en place depuis 6 mois ou 1 an sur l'INPI. Et on a la lucidité, mais en fait c'est vraiment en tout bout de course. On l'a su là le 20 décembre, qu'au 31 décembre, c'est bon, on restait sur Infogreffe pour les formalités. Donc jusqu'au 20 décembre, on était on avait tous la goutte au front de se dire s'il faut qu'on reparte sur l'INPI, parce qu'il y a eu un fiasco en fait à l'été dernier où on est parti sur l'INPI et où ça a été le foutoir. Myriam a commencé à en parler. Lorsqu'on fait tourner une boîte, on doit se concentrer sur le business, sur ce qui va faire rentrer de l'argent. Mais en coulisses, on a aussi toutes les galères qui continuent avec l'administratif. On doit établir un tas de documents tout le temps, comme ceux pour les impôts, pour l'URSSAF, etc. Il y a réellement de quoi devenir fou. Comment on s'y prend pour gérer tout ça, en plus de son activité ? Sabrina ? Oui, parce que le but, c'est de faire tourner le business quand même, de faire rentrer les sous. Donc on a tout le back-end administratif, l'horreur. Et j'ai envie de dire, on s'organise. Alors, c'est vrai qu'en chef d'entreprise, comme je disais, on doit endosser plusieurs casquettes et jongler avec ça. La casquette du gestionnaire, la casquette du commercial, la casquette de l'expert dans son métier, et j'en passe. La casquette même de l'auto-coach parfois, mais ça devient la plupart des chefs d'entreprise. C'est quoi les bons tuyaux ? Comment on doit s'y prendre pour gérer ça ? Alors, les tuyaux, en premier, c'est de procéder avec une approche structurée pas à pas. Déjà de cerner ses process, son organisation d'entreprise. Donc, soit on fait une audit interne à l'entreprise, soit on fait, et ça c'est toujours très intéressant de faire intervenir un consultant externe pour pouvoir justement observer, poser les questions. Donc, dans Optimo Coaching, par exemple, on a bien conscience que nous vivons dans une société qui est très complexe à plein d'égards et on a accès, on va dire, notre mission d'optimisation de tout ce qui va être relationnel, organisationnel et communication. Donc, au niveau de l'organisation, c'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas englué dans les us et coutumes de l'entreprise, qui va pouvoir poser toutes les questions. Si on peut l'expliquer à un enfant de 13 ans, pour revenir à la petite épisode qu'on vient d'avoir dans l'émission, c'est qu'on a compris la chose. Si ça commence à être trop compliqué dans l'explication que quelqu'un va poser en question, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, à simplifier, à optimiser. Ensuite, en effet, il y a la possibilité de travailler. Alors moi, j'ai des méthodes, j'aime bien utiliser une méthode d'optimisation japonaise qui permet d'optimiser avec l'existant, dans un souci d'économie, d'écologie, d'intelligence aussi dans les process. Et une fois qu'on comprend les choses, on installe les solutions, on automatise, on délègue et on peut externaliser. Parce que un chef d'entreprise, son boulot, c'est de porter un projet et de le promouvoir et de trouver des contrats pour faire vivre l'entreprise. Mais ça, c'est clair, effectivement. On ne peut pas passer toute sa vie dans l'administration. Mais c'est pour ça qu'il existe des secrétaires administratifs pour porter main forte, des assistantes de direction, des experts comptables, Nous, ce qu'on aimerait savoir un petit peu, puisqu'on a Pascal qui est là, qui est adjointe au directeur des travailleurs indépendants à l'URSSAF. Comment l'URSSAF aborde-t-elle le problème de cette complexité administrative en France ? Alors, tu nous as donné 2-3 pistes, de manière plus globale peut-être. On essaye d'accompagner au mieux. Et d'essayer justement d'expliquer facilement et clairement les démarches liées aux étapes clés de la vie d'un usager, son immatriculation, ses difficultés ponctuelles de paiement ou même sa cessation, par exemple pour un travailleur indépendant qui va prendre sa retraite
Donc on essaye de les accompagner au mieux. On met aussi en place des applications mobiles, par exemple pour les auto-entrepreneurs. Voilà, on essaye aussi de Pour être simplifier. plus proche du terrain pendant qu'ils sont en train de bosser, pour pas qu'ils passent trop de temps. Je déclare mon chiffre d'affaires sur le téléphone et c'est un c'est gain de fait. temps, Voilà. en fait. Voilà, Après, il faut pas être en fracture numérique, on en parlera tout à l'heure avec Laurent. Faut pas être en fracture dernière partie numérique, d'émission, mais voilà, ça fait aussi partie des choses qui nous permettent d'accompagner. Et après, moi, si je peux rajouter, en fait, il y a des régimes qu'on appelle micro, qui sont en opposition avec les régimes réels d'imposition à l'URSSAF et à la fiscalité. Dès lors qu'on dépasse certains seuils de chiffre d'affaires, on est en réel. Le réel, c'est en gros, c'est toute la comptabilité, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai décaissé. Toute la machinerie c'est qui ça en marche. Alors c'est pas vraiment, etc. c'est pas ce que j'ai encaissé, décaissé, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça. Et en fait, quand on dépasse ce chiffre, c'est qu'on est une grosse boîte, on fait 5 000, 8 000, 10 000 de chiffre d'affaires par mois. On peut se permettre, avec ces montants, d'avoir un comptable, d'avoir peut-être quelqu'un pour nous aider à la gestion. On n'est pas juste le petit artisan. Mais quand on dégage des montants qui font un salaire. Oui, mais voilà, alors il y a des personne. plafonds différents sur les activités parce que, et c'est tout ce que je disais aussi au début, on peut pas traiter pareil celui qui fait de l'achat-revente de celui qui fait de la prestation de service parce que c'est pas le même chiffre d'affaires. Quand tu fais de l'achat-revente, tu achètes et donc tu revends plus cher que de la prestation donc de service. Donc forcément, tu fais plus de chiffre d'affaires, mais peut-être beaucoup moins de marge que quelqu'un qui va faire que du service. Et donc, c'est tout pour lui. Tout à fait. Et donc le seuil du micro est plus élevé, par exemple, en cas d'achat-revente. Ce qui est logique. Normalement, c'est censé être le cas. Enfin bon, voilà. Et le micro, pour simplifier, en fait, tu déclares que ton chiffre d'affaires dans la plupart des cas. Donc en fait, tu dis, j'ai gagné tant cette année, donc tu reprends tes 10, 12, 58 factures, peu importe, mais tu retiens juste ça et on t'applique un abattement forfaitaire, en tout cas en fiscalité. Donc on te dit, à la louche, enfin c'est pas à la louche, c'est selon des lois qui sont votées, tes charges, c'est tant de pourcents. Dans 34%, voilà. 34%, 51%, 71%, selon les secteurs d'activité, c'est déterminé parce qu'on sait qu'en achat-revente, il y a plus de charges qu'en prestation de service où finalement tu payes juste tes locaux, ton imprimante, etc. Et donc en fait, ça permet aux petits entrepreneurs, aux micro-entreprises, de pas forcément avoir de comptable, de juste savoir les 28 factures qu'elles ont émises dans l'année, qui ont généré tant de chiffres, et on applique cet abattement et on paye des impôts là-dessus. Il y a aussi des régimes simplifiés avec l'URSSAF, avec le prélèvement forfaitaire libératoire, etc. C'est juste pour dire que voilà, on a conscience que les petits qui se lancent, c'est plus compliqué, donc c'est pour ça qu'on simplifie. Je voulais le souligner, c'est quelque chose qui existe et qui est vraiment bien pour les petits. Et pour les entreprises, par exemple, parce que quand on parle URSSAF, on pense souvent à contrôle. Donc pour les entreprises, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle la visite conseil. Ça permet d'avoir un inspecteur qui se déplace dans l'entreprise, qui va venir étudier la comptabilité et qui va pas dresser un redressement, mais qui va dresser des conseils et qui vont permettre à l'entreprise d'entrer dès sa première embauche, de partir sur des bonnes bases. Je profite de ce moment d'avoir un avocat, d'avoir l'URSSAF en face. Moi qui suis de l'autre côté, entre guillemets, et qui peut-être souhaiterait créer son entreprise, j'ai entendu parler des couveuses. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas du tout ? C'est Pôle emploi qui met ça en place avec apparemment l'aide de l'URSSAF et qui accompagne sur les premiers mois les entreprises dans la création et qui séquestre, je me comprends en disant ça, l'argent généré dans les premiers... C'est nouveau ? Eh ben écoute, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps et c'est pour ça que je voulais savoir si vous étiez au fait de ça et qui va vous aider dans tout ce qui est démarche administrative, commerciale, qui va vous aider, pouvoir vous expliquer la fiscalité. Comme une start-up pour lancer ça. Exactement. Et ça s'appelle en fait les couveuses d'entreprise. Ouais, ça fait des années que ça existe et c'est vrai que ça permet de mettre en relation. Par exemple, ça se fait souvent des couveuses liées au BTP. On va mettre un architecte, on va mettre un architecte d'intérieur, un plombier, un électricien. Ils vont partager des locaux et puis au-delà des locaux, ils vont partager. Ensemble. Voilà, ils vont travailler ensemble. Oui, ça fait des années que ça existe. D'accord. C'est intéressant, ça permet de mutualiser, de pas pas subir tout de suite l'isolement du dirigeant. D'ailleurs, il faut quand même prendre conscience que c'est le risque lorsqu'on est entrepreneur. Donc, il faut oser demander de l'aide, s'entourer. Et je trouve ça très poétique, couveuse. Il y a un aspect aussi gestationnel pour que le mindset aussi évolue et qu'on devienne vraiment prêt. Mais il y a plein de choses. Il y a même des organismes comme la CCI, la Chambre de commerce d'industrie, qui proposent des stages gratuits pour comprendre les différents statuts, les choses comme ça. Il y a plein de choses. Il y a des permanences d'experts comptables, de juristes, enfin bref. D'avocats aussi. D'avocats. Oui, alors, on l'a dit tout à l'heure, les gens ont des fois un peu peur de l'URSSAF. Comment l'URSSAF réagit-elle aux critiques, aux plaintes concernant cette complexité de ces procédures ?
Déjà en répondant par des simplifications, on l'a entendu. Alors déjà aussi, on les fait remonter, comme on expliquait, à notre caisse nationale, au pouvoir public, on les fait remonter. D'accord. Et puis... Ouais, donc c'est pas vain, quoi. Quand les gens viennent se plaindre, vous remontez tout ça. On remonte. Et on a tout un système de suivi qualité qui nous permet de remonter ça, qui nous permet de remonter les fraudes aussi, par exemple. Et c'est vrai que chaque fois qu'on reçoit une critique, on l'analyse, on y répond systématiquement. On a un service dédié qui gère toutes les réclamations. On a un médiateur également, qui est là aussi pour nous accompagner entre nous et l'usager pour trouver les meilleures solutions. Donc, une critique n'est jamais vaine et on l'étudie et on l'analyse. Aujourd'hui, comment l'URSSAF envisage d'accompagner les personnes dans l'utilisation des services en ligne, ceux qui sont en fracture numérique, comment vous faites ? Alors, on en a déjà parlé, on est en train de créer un partenariat avec les maisons France Service. Et puis sinon, dans le concret et qui est déjà en place, on a des accueils qui sont ouverts au public et qui ont ce qu'on appelle un espace multimédia. Et nos agents d'accueil sont là justement pour accompagner pas à pas les usagers dans l'utilisation de cet espace multimédia. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent dans nos accueils ne sont pas livrées à elles-mêmes. On va venir les accompagner pour les aider. Et puis quand elles arrivent chez nous et qu'elles ont vraiment une complexité d'un dossier, elles vont prendre un rendez-vous. À l'heure actuelle, notre délai, c'est 3-4 jours pour obtenir un rendez-vous. Et elles vont bénéficier pendant plus d'une demi-heure d'un rendez-vous dédié avec un agent d'accueil qui va prendre le temps d'étudier, d'analyser et de résoudre leurs difficultés. Laurent, toi, c'est pas trop les personnes avec qui tu travailles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça ? Non, pas spécialement. Non, c'est pas. Ça m'est arrivé d'aider des personnes pour aller se déclarer en tant qu'entrepreneur individuel sur l'INPI. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il faut pas tomber dans le piège non plus. Pareil, de la recherche Google entrepreneur individuel, on tombe sur des entreprises privées qui font l'enregistrement pour nous, mais qui demandent en contrepartie bien sûr. voilà, d'être payé. Et c'est marqué pourtant entrepreneur individuel, on dirait bien que c'est des trucs officiels, mais il faut quand on sait après que c'est l'INPI, qu'il faut aller sur l'INPI, qu'on a les bons trucs, après faut même pour moi c'était pas évident de retrouver dans les méandres de tous les menus déroulants pour choisir ne serait-ce que sa catégorie de travailleurs, dans quel truc on travaille. Il faut dérouler 3 menus en cascade pour trouver au final, non, c'est pas là, alors je reviens avant pour essayer de trouver. C'est pas facile. On voit que c'est pas facile quand même. Ouais, non. Donc c'est bien qu'il y ait des maisons avec les maisons France Service qui sont en partenariat avec l'URSSAF pour ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des spécialistes derrière pour aider les gens au plus simple. Ouais. Alors, puisqu'on est dans les papiers, quels sont par exemple les documents essentiels qu'on doit conserver pour une éventuelle inspection du travail, contrôle Sécu, contrôle URSSAF ? Pascal ? Tout. Il faut tout garder. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose absolument à avoir ? Je sais pas. Non, c'est ça, voilà. Non, Myriam. Ah, c'est Myriam. D'accord, ok. Ah ouais, maintenant tu gardes tout. Mais... Non, tu gardes tout. Tous les déclarations préalables à l'embauche, tout. les bulletins de salaire, les factures, oui, tout. Les reçus du travail au noir, tout ça ? Non. Ça, Il pas de reçus. Moi, j'ai tendance à imprimer. Il y a le résumé. Non, mais il y a le résumé imprimer, façon de parler, parce que voilà. De sortir tous les documents, les durées pour les garder, quelle administration s'en occupe. Il y a la possibilité de trouver ça sur Internet, mais peut-être que... mais concrètement, il faut garder tous les papiers. En fait, il y a des délais de prescription. Donc, les papiers vieux de 15 ans, il n'y a plus nécessité de les garder, sauf éventuellement les fiches de paye, si jamais on veut faire valoir les droits à la retraite ou autre. Oui, aussi, on a un employé qui appelle 15 ans après, j'ai perdu ma fiche de paye, on va le redonner. Oui, mais après, en fait, au bout d'un moment, dès que c'est prescrit, c'est-à-dire que la loi oublie. Oui. Et en fait, au bout d'un moment, on peut plus venir nous demander quelque chose qui est trop vieux s'il n'y a pas eu de cause d'interruption de la prescription. Mais bon, c'est pas le sinon, sujet. C'est dans des textes de loi, il y a des... Oui, c'est ça. En fait, la prescription en matière civile, c'est 5 ans. Pour les impôts, souvent, c'est 31 décembre de la 3e année qui suit le fait. Mais en cas de fraude, ça peut monter à 6 ans, à 10 ans, etc. Donc, en fait, il y a des délais plus longs. Donc, c'est sûr que si on
on est plus long que le délai de droit commun, mais qu'on est dans la fraude parce qu'on a fraudé, Ouais. faut garder les papiers 10 ans. Faut mieux. Donc, en tout cas, l'administration peut remonter jusqu'à 10 ans dans certains cas. Mais en règle générale, il vaut mieux tout garder, sachant que maintenant, on peut quand même aussi beaucoup dématérialiser. Il y a des prestataires externes qui Oui, font on peut ça. numériser les papiers, les garder. Voilà, il y a stocker. beaucoup de choses qu'on peut numériser. Tout ce qui est la comptabilité, normalement, le comptable, il est censé pouvoir la garder. Donc, en fait, il y a des choses qu'on peut retrouver assez facilement si on a fait l'effort au moment où on avait les papiers de les garder. Laurent, toi qui aides les personnes en fracture numérique, est-ce que tu leur imprimes des papiers justement pour pas qu'ils soient en fracture? Est-ce que derrière, tu les aides à savoir combien de temps les garder? Parce que alors, si on imprime tout ce qu'on reçoit sur Internet, ça en fait des tonnes. Alors, j'essaye d'éviter parce que je suis non seulement dans la lutte contre la fracture numérique, mais aussi pour une utilisation éco-responsable de l'informatique. Donc, ne pas imprimer les emails systématiquement, ne pas imprimer quand c'est pas nécessaire. Je les forme surtout. Alors après, on va rentrer dans une autre polémique par rapport au cloud, mais je les leur apprends surtout aussi à se servir du cloud et pas plus tard que cet après-midi. Là, j'ai eu une dame ce matin. J'ai eu une dame où j'ai appris à lui apprendre à se servir de son cloud, de se bien gérer, organiser son cloud pour y mettre ses documents, tous les documents qui peuvent lui être demandés, les stocker, tous ces trucs Pôle emploi, donc faire des dossiers Pôle emploi, mettre toutes ces déclarations dedans. Voilà. Et je passe plus par là que par les impressions, parce que les impressions, il faut éviter maintenant. Oui, puis maintenant, tout ce genre de trucs, même les bulletins de paye sont souvent maintenant dématérialisés et posés effectivement dans des services en ligne. Tout à fait. Il y a plein de choses qui existent, des coffres-forts numériques, voilà, qui sont censés rester à vie. Et maintenant, je dirais même, on peut arriver à faire de la signature numérique, c'est-à-dire ne plus imprimer un truc qui était un peu ridicule, d'imprimer un PDF qu'on a reçu par mail. Le signer, le rescanner. Pour signer, le rescanner, pour le renvoyer. Donc maintenant, il y a très facilement, sur les ordinateurs sont équipés pour, de faire la signature en numérique et de la renvoyer directement et d'économiser ce truc-là. Donc ça, c'est des gestes éco-citoyens qu'on doit apprendre, que les gens doivent apprendre et doivent se forcer à faire en plus de la fracture. Myriam veut... Oui, je rebondis juste rapidement sur ce qu'est en train de dire Laurent, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Moi, j'étais commerciale dans tout ce qui est logiciel de dématérialisation pour les entreprises. Ah oui. Accessoirement. Ah, ouais. Voilà. Donc, on a aujourd'hui des outils qui sont très bien faits pour les chefs d'entreprise, que ce soit une personne seule ou nos sociétés où ils sont 1000, je me comprends en disant ça. Aujourd'hui, le numérique a pris une place hyper importante dans les structures. Et on se rend pas compte qu'on a besoin de garder, d'envoyer, de rechercher, parce qu'aujourd'hui c'est ça le plus rechercher important. Rechercher l'info, un document. rechercher dans des vieux classeurs, c'est un peu long. On nous expliquait qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, ou la secrétaire, la RH, etc., une personne qui recherche un document dans une entreprise met 17 minutes. Oui, c'est pas étonnant. En papier. Alors maintenant, ça a dû se réduire avec la numérisation. Et maintenant, on a même l'IA qui arrive par-dessus pour accélérer les choses et analyser des documents. En fait, oui, les logiciels de dématérialisation pour les entreprises sont un peu leur Google d'entreprise, en fait. On va aller rechercher le document par une information qu'on connaît sur le document. Et on gère aussi les bulletins de paye des salariés à travers les coffres-forts numériques. Et aujourd'hui, c'est un vrai atout pour, je pense, un salarié, parce qu'on va pouvoir tout stocker dessus, autant ses bulletins de salaire que son EDF, que une facture qui nous arrive. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui un outil dans l'administratif, autant du chef d'entreprise que du salarié. Et puis, on va être soumis aussi, pour ceux qui n'ont pas fait encore la bascule, à dématérialiser la facturation et voilà. Donc, c'est vrai que c'est devenu une tendance. Maintenant, je mets juste un point aussi d'alerte sur être très vigilant au niveau de tout ce qui va être des sauvegardes de sécurité. C'est pour ça qu'effectivement, quand on les met dans le cloud, comme on dit, mais bon. Il faut voir où le cloud est domicilié. On est dans c'est toujours pareil, mais là, on dérive sur un autre sujet. Est-ce que les données sont en France, etc. Pas aussi. Finalement, être bien accompagné par des experts pour faire, justement, on parle du cloud. Quels sont les meilleurs outils ou logiciels peut-être pour simplifier la gestion administrative d'une entreprise ou même personnelle? Oui, ça existe peut-être, ça. Un petit coaching peut-être? Après, je n'ai pas l'expertise, on va dire, dans ce domaine. Je fais appel à des partenaires experts là-dedans.
J'ai envie de dire qu'il y a plein de choses qui contribuent. Il y a les usages aussi, enfin les domaines dans lesquels les entreprises sont. Je suppose que on n'utilise pas la même chose pour un avocat ou un notaire que pour un métier, vous voyez, dans le bâtiment ou quoi. Et parce qu'il y a des obligations juridiques et de confidentialité qui sont tout autres. J'ai travaillé dans le système financier, donc dans la banque, on avait des systèmes de sécurité à part entière, vous voyez. Donc là, maintenant, j'ai envie de dire, quand il y a un doute, renseignez-vous auprès des experts pour qu'ils puissent vous guider vers les meilleurs usages, à la fois en termes, certes, juridiques, de sécurité, et puis, j'ai envie de dire, d'efficacité, d'optimisation de votre métier. Pour être un petit peu complet sur cette partie entreprise, avoir une entreprise c'est bien, mais souvent il faut la développer, et pour la développer il faut souvent s'entourer de collaborateurs. Là certains patrons, on l'a dit, s'arrêtent là parce que c'est le calvaire administratif qui revient en force, clairement, la paperasse. Quelles sont les étapes légales faciles à suivre en fait pour embaucher un nouvel employé en France? Comment on peut faire ça simplement? C'est possible aujourd'hui ou pas? Alors, Pascal moi, je vais être très bref parce que généralement, c'est quelque chose que nous, on voit peu. En tout cas, on fait pas de droit social, donc c'est plutôt avec le comptable. Je pense que ça se fait parce que c'est de la vie quotidienne et il y a des déclarations à faire à l'URSSAF. Donc, je vais plutôt laisser Pascal, qui sera plus compétente que moi. Oui. Alors, à ce niveau-là, je pense que dans l'embauche, les formalités, c'est ce qu'il y a le plus simple. Entre la procédure de recrutement, la formation, garder quelqu'un dans son entreprise, je pense que là, honnêtement... Là, on parle d'entreprise, mais je crois qu'aussi pour les associations, il existe des choses simplifiées. Des guichets associatifs qui font tout. Il y a une déclaration préalable qui permet de faire toutes les formalités à tous les organismes. Après, voilà. Honnêtement... Là, c'est plus comme il y a 30 ans. Honnêtement, en termes de collaborateurs, de salariés, je pense que la problématique n'est pas au niveau administratif. Non, là, je pense que c'est réellement au niveau humain. Moi, je le vois. Mon expertise est là-dedans et quand donc c'est un vieux cliché, ça veut dire que c'est très compliqué d'embaucher, la paperasse. C'est coûteux. On a eu des auditeurs qui nous ont dit ça. C'est coûteux, mais en même temps, si on recrute un bon salarié, on a retour sur investissement, je vais dire. Mais la problématique, elle est plus humaine à ce niveau-là. Et il faut faire des bons recrutements, des bonnes intégrations, des bons coachings d'intégration, etc. Là, on est loin de l'IA, on parle du côté humain. Mais c'est clair. C'est clair. Et je pense qu'une erreur de recrutement, c'est ce qui coûte le plus cher à l'heure actuelle. Bien plus que la paperasse. Je le vois sur mes coachés, mes dirigeants, ils lésinent pas sur l'accompagnement coaching que je peux apporter sur à la fois le recrutement, l'intégration, etc., le profilage, quoi. C'est l'humain et le légal en fait sur une embauche parce que c'est compliqué parce que un salaire est chargé de charges sociales et ça c'est quelque chose que le salarié voit pas forcément. Enfin, faut apprendre à lire un bulletin de paye alors, ils ont été simplifiés ces dernières années. Rappelez-vous, à l'époque, c'était encore pire. Maintenant, c'est vrai que c'est plus clair. Mais généralement, j'ai pas de proportion, mais la grande partie regarde le net payé. Oui, les gens regardent, ou voire même ne regardent pas leur bulletin de paye. Mais la plupart des salariés n'ont pas conscience du risque pris par un dirigeant à le recruter. Alors évidemment, il y a un risque qui est motivé par un projet entrepreneurial, par une envie de développement. Mais le risque, il est c'est un pari sur l'avenir à chaque fois parce que financier. Financier. Donc c'est vraiment deux univers qui s'entrechoquent. Le salarié n'a pas conscience de toute la prise de risque et de la responsabilité du dirigeant, tout comme le dirigeant parfois n'a pas conscience de tout le besoin humain qu'a le salarié. Donc voilà. Après, c'est le métier du coach d'accompagner et de. Donc on est loin de la paperasse. C'est pas la paperasse le plus complexe. Clairement sur l'embauche. Non, parce que on a quand même Sonia qui nous demande quels sont les documents types à remplir pour une embauche. La déclaration préalable à l'embauche. Voilà, c'est le premier document. Franchement, après tout se ventile et puis selon le contrat de travail. Voilà. T'envoies les documents. Alors, il n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Très fortement conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Le principe en droit français, très rapidement, c'est le consensualisme, en fait, c'est-à-dire c'est l'accord oral. C'est on tape dans la main et c'est bon. Et en fait, dans l'absolu, le contrat de travail n'est pas obligatoire. Dans l'absolu, il y a des règles qui s'appliquent par défaut si on n'en fait pas. Le principe, c'est le consensualisme et l'exception, c'est le contrat doit être fait par écrit. Mais même si le principe, c'est que le consensualisme et que le contrat peut être fait à l'oral, en fait, le contrat écrit reste un moyen de preuve de sur quoi est-ce qu'on était d'accord. Je t'ai embauché, mais
à tel taux horaire, pour tant d'heures, à tel poste, etc. Et se taper dans la main pour dire tu travailles avec moi, on peut le faire, mais tout ne sera pas clair sur le contractualiser quand même. Les congés payés, les RTT, etc. Et donc en fait, le contractualiser, ça permet de définir la limite du contrat de travail. Moi, j'aime bien dire une petite phrase, il vaut mieux se définir que se défendre. Et sur les petites clauses particulières, c'est tellement mieux quand c'est dit. Pour clore justement cette partie emploi, avant de passer sur la fracture numérique, puisque l'émission défile, juste quels sont, en quelques mots, les efforts qui sont déployés pour améliorer toute cette compréhension et cette accessibilité des informations qui sont fournies par l'URSSAF. On a dit qu'il y avait ces moyens de communication aujourd'hui. Notre accessibilité, on y travaille énormément. Autant au téléphone donc c'est très facile maintenant c'est très facile. C'est l'année dernière 90% de taux d'abouti. On essaye de faire encore mieux cette année, puis surtout de faire de la qualité. C'est pas tant de décrocher, mais c'est de donner les bonnes réponses au téléphone. On l'a dit, il y a des indicateurs maintenant qui surveillent tout ça. Tout ça. On essaye aussi de simplifier nos courriers pour les rendre beaucoup plus compréhensibles et plus lisibles, et de sortir de ce carcan administratif où on ne comprend pas toujours jargon. Voilà, ce jargon. Donc on y travaille. On y travaille fortement. Et puis voilà, tout ce qu'on j'ai déjà dit, les accompagnements à la première embauche, à la création, la possibilité de déclencher soi-même une demande de contrôle pour avoir des conseils. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui nous permettent d'accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants. Peut-être aussi toute la part éducative, en fait, avec des tutos, des apprentissages. On y vient, on est sur YouTube avec quelques... Voilà, on y vient. L'URSSAF sur YouTube, à quand l'URSSAF sur TikTok? Je le note. Mais c'est une réalité parce que cette fracture qui se fait avec les jeunes, aujourd'hui, on aurait moins peur parce qu'on se dit, ok, c'est des gens normaux, en fait. Non, mais c'est vrai, ils ont la preuve, Pascal est très sympa. Mais carrément. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact tellement fort sur la population que de voir l'URSSAF, enfin, on voit aujourd'hui la gendarmerie nationale, la police nationale sur les réseaux déconner. Donc on arrive à dédramatiser à la base métier d'uniforme, de mesure, etc. Mais j'espère que là, on a dédramatisé sur l'URSSAF ce soir. Ouais, carrément. Mais l'URSSAF sur les réseaux, sur la dernière partie. Ce serait génial. Et la fracture numérique. Un petit point juste technique. Pour comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça, il y a aussi beaucoup d'informations mises en ligne par l'État et les services publics. Je pense notamment au BOFIP, qui est le bulletin officiel des finances publiques, et le BOS, qui est le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui en fait sont les doctrines de ces deux grandes maisons, le fisc et la sécurité sociale, qui expliquent, il y a toute une arborescence, les règles, les exceptions, ce qui est admis, qui explique que c'est pas juste le texte de loi, c'est des cas concrets. Et ça permet de savoir dans quel cas on est et dans quel cas on n'est pas. Et c'est pas si technique que ça si on sait un peu où chercher. C'est quand même plus simple qu'avant, quand même. Allez, on se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, 3e partie. Et oui, pour conclure cette émission, nous recevons un conseiller numérique afin de vous aider à mieux gérer la fracture numérique. Alors nous allons tenter d'en savoir un peu plus avec lui en plateau. Effectivement, on a donc Laurent, qu'on a déjà un petit peu entendu dans l'émission, qui va nous faire un petit focus sur cette partie fracture numérique. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la Maison de l'Emploi et en quoi ça consiste ton travail en tant que conseiller numérique un peu plus détaillé? Alors, la Maison de l'Emploi, c'est une association qui est vraiment focalisée sur l'emploi, sur l'accompagnement de la création d'entreprises, sur l'aide aux personnes qui peuvent être en difficulté. Elle comprend aussi le PLI, elle comprend le service dans lequel je travaille, c'est le service Direct Emploi qui est dédié au RSA, au coaching intensif du RSA, qui a été mis en place en avril par le département pour gérer les nouveautés qui sont en train de se passer là sur le RSA, pour que ça soit actif et que ce ne soit plus de l'argent qui soit donné aux bénéficiaires sans contrepartie. Donc le département du Var et sur la région toulonnaise, où on est un pilote, a décidé de faire du coaching intensif sur 4 mois et d'inclure dans ce coaching le conseiller numérique qui est
en place par le Conseil numérique France Service. C'est un service de l'État qui a été mis depuis quelques années, où on est 4000 conseillers numériques déployés sur le territoire français pour aider justement les personnes en difficulté pour avoir accès à leurs droits, se réconcilier avec le numérique ou découvrir le numérique, en parlant pour les plus jeunes ou les plus âgés qui en sont loin. Et donc, c'est mis en place à travers des associations, à travers des maisons France Service, à travers à travers les mairies qui peuvent embaucher aussi des conseillers numériques au CCAS ou ouvrir des maisons numériques, des EPN, et donc voilà. Donc le but c'est d'aider les gens sur le numérique. Alors dans le numérique, on comprend toute la panoplie, du smartphone, tablette, les Chromebooks actuellement aussi, qui sont pas mal. Tout ce qui concerne le numérique. Voilà, et les PC. Donc tout ce qui nous donne accès au numérique, et pas uniquement pour tout ce qui est dématérialisation, pour tout ce qui est administratif, mais aussi pour ce qui est ludique. Du coup, quelles sont les démarches à suivre en tant que citoyen pour avoir accès à tout ça ? Il suffit juste de se renseigner auprès du CCAS localement ou auprès de sa mairie, savoir où il y a un conseiller numérique à porter. Donc partout en France, il y en a en général, c'est ça. Il y en a de partout. On nous écoute un peu partout en France. À Toulon, il y a 2 maisons France Service sur Toulon, une qui est du côté de la Beaucaire, une qui est du côté de l'autre côté, donc de Toulon. Mais c'est un service qu'on retrouve partout en France, parce qu'on nous écoute un peu partout ce soir en France. On en retrouve partout en France. Il y a des services qui sont aussi délocalisés avec des bus pour qui viennent voir carrément les gens dans des petites villages où ils n'ont pas de maison France Service. Il y a des services de bus qui se mettent en place. On trouve beaucoup de conseillers numériques aussi dans les médiathèques, beaucoup dans les médiathèques, qui sont là plus en partie ludique, mais qui sont là aussi en disponibilité pour aider les gens. Et puis des associations qui disent tiens, je vais monter une association pour aider les gens local. Je demande un conseiller numérique, et l'État le finance. C'est l'État qui finance le conseiller numérique, qui aide l'association, qui paye pratiquement le salaire du conseiller numérique à l'association pour une durée déterminée de 2 ou 3 ans actuellement. Voilà. On parle de fracture numérique, mais comment tu le définirais et quelles sont les principales raisons de cette fracture du numérique dans notre société actuelle ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a les gens qui sont loin de ça parce qu'ils n'en ont pas besoin au départ. On va peut-être commencer par qu'est-ce que c'est ? Parce que peut-être que certains ne savent pas ce qu'est la fracture numérique. Alors, la fracture numérique en soi, c'est quelqu'un qui ne sait pas se servir du numérique, ou qui ne peut pas s'en servir. Et dans notre monde d'aujourd'hui, c'est sûr que ça devient de plus en plus complexe. On l'a vu et on l'entend, l'administration numérise de plus en plus. Il y a de véritables dichotomies actuellement là-dedans, où on demande à faire des choses uniquement sur Internet à des gens qui n'ont pas d'accès à Internet. Et on va s'orienter de plus en plus vers cela, de toute façon, c'est certain. Oui, tout à fait. C'est la dématérialisation est lancée, est bien lancée, heureusement, il y a tout un tissu associatif qui se met derrière pour essayer d'aider les gens, parce il y a une grande solidarité en France, et heureusement, il y a beaucoup de gens qui désirent aider les autres, qui aiment aider les gens, et c'est très très bien, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu conseiller numérique. Alors on l'a dit tout à l'heure, on entendait Laurent que ça peut être aussi des gens qui sont capés, je dirais, qui ont beaucoup de diplômes, etc. Donc est-ce qu'il y a un profil type, un portrait robot, parce qu'on aurait tendance à se dire la fracture numérique, c'est les anciens, ceux qui sont pas proches des ordinateurs, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Alors oui, effectivement, il y a le profil type, c'est les gens qui ne s'y sont pas intéressés jusqu'à présent, qui n'ont pas eu besoin, qui sont pas nés dedans, comme beaucoup d'anciens. Mais
Mais je parle d'anciens, c'est vraiment anciens, c'est-à-dire des personnes âgées qui sont en EHPAD. Voilà, parce que beaucoup de retraités que je côtoie autour de moi, ça peut être mon père ou de ses amis, se mettent quand même dessus, s'intéressent à ça. Donc c'est pas vraiment, c'est vraiment une notion d'intérêt ou de besoin. Il y a des gens que je reçois qui sont fractures, qui sont pas âgés, et qui jusqu'à présent, eux, ils travaillaient dehors, ils s'occupaient du jardin, ça ne les intéressait pas, ils n'en avaient pas besoin de l'ordinateur, donc ils n'avaient pas d'ordinateur à la maison. Donc du coup, ils se retrouvent maintenant à avoir besoin d'utiliser un outil informatique pour faire leur déclaration, pour vérifier ou pour faire des demandes, et ils en sont vraiment loin, et ils sont vraiment paumés, et c'est ces gens-là qui sont le plus en difficulté, parce qu'après, socialement, on pourrait dire, bon, les gens qui n'ont pas les moyens de s'en acheter, ça arrive aussi, mais bon, on arrive maintenant à trouver vraiment des outils numériques pas chers. La plupart des gens aujourd'hui ont très souvent au moins un smartphone, en fait, quand même. C'est ça. C'est le point d'entrée en numérique aujourd'hui. À mon niveau, je m'oriente beaucoup vers l'utilisation du smartphone. Alors, c'est pas hyper pratique en termes de taille, mais au moins les gens ont un accès et quelque chose. Alors, en termes de taille, suivant ce qu'on veut faire, oui, si on veut créer son CV à partir d'un smartphone, c'est pas terrible. Mais après, l'avantage, c'est qu'on l'a dans la poche aussi et qu'il est tout le temps là. Oui, et après, il y a des applications qui sont très bien faites. Il y a un gros effort au niveau de l'État, au niveau de certains. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir celle de l'URSSAF, ça sera à voir. Mais je parle de celle de Pôle emploi que je côtoie tous les jours parce que je forme beaucoup de gens. C'est une de mes premières étapes dans mon accompagnement, c'est de faire leur réinscription sur France Travail. Et les deux applications France Travail sont super bien faites. Et une fois qu'on a fait l'inscription, toute la partie à remplir qui est assez complexe, à remplir toutes les données, c'est ça qui est le plus dur pour les gens en fait, c'est de remplir toutes les données que demande le numérique actuellement pour que derrière après ça soit efficace et facile. Mais avant, il y a toute cette partie-là où il faut qu'ils rentrent tout leur diplôme, leur expérience, leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être. Ils doivent tout rentrer dans la base de données de France Travail. Et après, par contre, ça devient super facile. Avec 2 doigts sur le téléphone, on fait tout ce qu'il y a à faire pour trouver du boulot, trouver des entreprises. Après, il y a des outils qui sont magnifiques et super bien faits. Mais la première partie qui est la plus dure, et c'est ce qui fait en général le plus peur aux gens, même ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont la phobie administrative, c'est de remplir ces données-là. En tout cas, on voit quand même que depuis quelques années, parce on a encore quelques minutes, on arrive bientôt au terme de cette émission, on a l'impression quand même qu'à écouter cette émission, ça a quand même un peu évolué l'administratif en France. Quels sont par exemple les principaux obstacles administratifs que les citoyens peuvent rencontrer et pour lesquels ils sollicitent ton aide, Laurent, autre que finalement France Travail, une inscription à France Travail? Alors, on a peut-être les étrangers aussi qui arrivent dans un monde complètement oui, ils digital. comprennent peut-être même pas la langue en plus sur certains trucs. C'est là que je parlais justement de dichotomie, c'est que pour qu'un étranger fasse une demande d'asile, ça se fait uniquement sur Internet. D'accord. Donc, donc quand on vient par exemple de l'Inde où il n'y a pas du tout Internet, ça doit être très compliqué. C'est compliqué et c'est là que heureusement on a tout le tissu associatif qui se met en place et qui aide ces gens-là. Il y a énormément de bien qui est fait à ce niveau-là. Ça peut-être ça manque un petit peu d'ampleur, mais ça se fait. Donc ça se trouve pas très loin. En général, on trouve toujours des associations ou des mairies via les CCAS. Qui propose des accès à Internet gratuits, avec des ordinateurs à disposition et surtout une personne à côté pour aider les gens à s'en servir. Ouais. Oui. Voilà. Aujourd'hui, pour toi, quels sont les défis, les obstacles majeurs pour surmonter et peut-être même éradiquer la fracture numérique ? Alors, honnêtement, je pense les prix de l'équipement, on arrive à trouver, si on ne se laisse pas avoir par la grosse folie commerciale où ils mettent en avant actuellement des téléphones à 1 700 €, on se dit où va-t-on ? Quand on va dans les magasins, malheureusement, c'est ceux qui mettent en premier. Il faut, pour chercher celui qui a 100 €, il faut aller chercher vraiment bas, des cachets derrière.
Ça, on arrive à trouver. Je pense actuellement, un des trucs les plus durs, c'est d'avoir un accès à Internet facilement, gratuitement. Voilà, il y a des gens qui arrivent, qui n'ont pas d'accès à Internet, donc ils viennent profiter du Wi-Fi quand ils sont avec moi. Oui, ils n'ont peut-être pas les moyens d'avoir un mobile avec les accès qui vont bien, 4G, 5G, tout ça, donc oui. Après, ça devient de la débrouille, mais c'est pareil, il faut savoir se connecter donc au ça, Wi-Fi. c'est un obstacle aujourd'hui. Après, il y a peut-être une méconnaissance aussi de la mise à disposition de certaines choses de services publics. Par exemple, dans les médiathèques, je vois... Oui, il y a de plus en plus d'institutions qui ont des Wi-Fi aussi accessibles. Hein. Voilà. Oui. Même des villes, il me semble, qui de mettent des plus en bornes plus partout. Des bornes... Oui. Les bus. Dans les bus, ouais. Il y a les Après, prises pour se brancher, il y a le Wi-Fi. Voilà, juste vigilant sur la sécurité, quoi. Mais... Tout à fait. Mais ça aussi, c'est une des choses qui manque beaucoup. Pas l'éducation, j'aime pas ce mot-là, mais c'est apprendre aux gens à aller sur Internet en sécurité et avec confiance, et à pouvoir gérer ça avec leurs enfants. Donc ça prend aussi, le conseiller numérique peut aussi intervenir dans tout ce qui est harcèlement, les réseaux sociaux, apprendre aux jeunes à gérer ça. Il y a encore pas mal de défis. On arrive au terme de cette émission, et après il y a une petite suite, parce qu'on reste avec vous. Oui, on avait Sabrina Pidolo qui est chef d'entreprise et fondatrice d'Optimo Coaching ainsi que coach professionnel. Merci, est-ce que tu as un petit mot pour conclure cette émission, un mot à retenir ? Oui. Oui, que la confiance passe par l'action. Donc, actionnez-vous, parlez. Action, un alors. mot. Parce qu'on va partir tout à Sabrina. l'heure juste après faut qu'on en parle la suite. Action. Action pour Sabrina, ok. On avait Myriam Bachenot qui est en phobie administrative, mais peut-être en réconciliation administrative, je sais pas. Un mot pour clôturer cette émission ? Réconciliation. D'accord, réconciliation, ok. On avait Pascal Gambé qui est adjointe au directeur des travailleurs indépendants de l'URSSAF. Un petit mot ? Changement, ok, on retient pour tout de suite après. Et Benjamin Guillon qui est avocat contentieux et fiscaliste à Marseille. Un mot, Benjamin. Contrôle. Ah oui, contrôle. Ok. Et Et donc dommage Laurent, un mot pour clôturer. Donc on avait Laurent Bricou qui est conseiller numérique à la Maison de l'Emploi. Ouais. N'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est aide, vraiment ça. peut-être. Oui. On peut dire aide. De l'aide. Ok. Et ben voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver dans quelques secondes pour la suite, faut qu'on en parle. Oui, suite. puis on se retrouve tout le mois, tout le temps sur le www.fautquonenparle.fr pour réécouter les émissions ou pour suivre toutes nos actus. Exactement. Pour nous, on se donne rendez-vous une prochaine enquête, bientôt, Bien le sûr. mois prochain. À bientôt. À bientôt. Bye bye bye.